Bienvenue dans ce samedi soir sur LCI. Ce sont des images insoutenables qui ont choqué évidemment la France entière, que celle de ces vaches dites hublots, c'est-à-dire avec la panse ouverte par une trappe pour aller expérimenter ce que vont manger ces mammifères. On parle de la maltraitance animale ce soir avec nos invités. D'abord, le député Frédéric Descrozaille. Bonsoir, vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Brigitte Gauthier, vous êtes cofondatrice de l'association L214 qui diffuse ces vidéos des abattoirs avec ces actes justement de maltraitance animale. Sandra Régol, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Catherine Elayel, vous êtes représentante du Parti animaliste, membre du bureau régional Île-de-France. Et puis Étienne Fourmont, vous êtes éleveur de vaches laitières à Viré en Champagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est dans la Sarthe. Exactement. C'est ça, exactement. Alors, c'est la France, tout d'un coup, grâce à L214, a vu que, on pouvait comme ça avoir des vaches hublots, que ça existait depuis longtemps, et qu'apparemment, tout cela était légal. Écoutez la secrétaire d'État à la transition écologique. C'est choquant, c'est pour ça que moi je me suis immédiatement renseignée, j'ai absolument voulu en savoir plus. Déjà, il faut savoir que ce sont des pratiques qui sont scientifiques, effectivement, et qui ne font pas souffrir l'animal. Effectivement, c'est utile, mais c'est toujours un équilibre qui est compliqué, qui est difficile, parce que nous avons aussi besoin de la science. Brigitte Gauthier, réaction à ce que vous avez entendu. D'abord, c'est vrai que c'est légal, on s'est renseigné, et que ça dure depuis des années, oui ou non? Alors, c'est vrai que ça dure depuis des années, depuis très longtemps. Maintenant, la légalité, elle peut être complètement questionnée au regard de l'article de loi L214-3, qui dit qu'il peut y avoir des expériences menées sur les animaux à condition qu'il y ait stricte nécessité. On peut contester la stricte nécessité à poser des hublots sur les vaches pour essayer de développer leur compétitivité, leur productivité, puisque là, on est dans un centre privé de l'entreprise Sanders qui appartient au groupe Avril, et l'objectif, c'est de faire produire davantage de lait, davantage de viande, et on le voit donc sur les images de ces vaches à hublots, mais aussi sur les poulets, par exemple. Et on sait déjà les conséquences de ces expériences, puisqu'elles sont menées, comme vous l'avez rappelé, depuis très longtemps, qui ont développé justement l'alimentation pour les animaux de façon à les faire grossir plus vite ou à leur faire produire davantage de lait ou d'œufs. Et on voit que dans les élevages, on n'a pas besoin de ça. Sur le principe, déjà, oui, c'est très contestable. Et en plus, ça a des conséquences avec des boiteries, avec des infections plus nombreuses, avec des problèmes cardiaques et Qu'est-ce qu'elles pulmonaires. deviennent, ces vaches, après? Question. A priori, elles finissent aussi dans un abattoir et elles finissent vendues sur les circuits. Étienne Fourmont, ça, vous qui aimez les animaux, qui avez un cheptel, je crois, de 75 têtes, ouais. Ça vous choque aussi, ces images? Impressionné, toujours. Ouais. J'avais visité cette ferme expérimentale il y a peut-être vingtaine d'années. On avait vu ces vaches-là, c'était pas exactement celle-là, parce que ça change. Mais plus impressionné que choqué, puisque je connais le système. C'est connu depuis très longtemps. C'est légal. Ça permet aussi, et ça a permis de faire avancer la recherche sur l'alimentation des vaches laitières. Donc, nous, aujourd'hui... Mais vous aimeriez pas que certaines de vos vaches finissent comme ça? Alors, c'est des vaches je pose la question. Dans des fermes expérimentales, d'accord? Donc, c'est une trentaine de vaches en France. Donc, dans les 60 000 exploitations laitières françaises, vous n'avez aucune vache fistulisée, parce qu'on appelle ça des vaches fistulisées. Donc, vous n'en avez pas dans ces fermes-là. Dans ma ferme, il n'y en aura pas, et il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Donc, c'est que pour la recherche. Ouais. Voilà. Mais ça vous choque ou pas? Ça me choque. Impressionné. Je suis impressionné. Je ne suis pas choqué, puisque je sais à quoi ça sert, je sais comment c'est fait. Donc je ne trouve pas ça choquant, je trouve ça impressionnant. Que dit le représentant, l'élu de la République, Frédéric Descrozaille, sur ce qu'on a vu et sur l'émoi suscité dans le pays? Justement, c'est un émoi. C'est-à-dire que le choc émotionnel, il est évident. C'est-à-dire que quand on découvre ça, c'est évident qu'on ne peut pas y être insensible. Vous-même? Et je pense, moi-même, absolument. Et je pense d'ailleurs que c'est tout l'objet de la diffusion de la vidéo, c'est de provoquer un émoi. Maintenant, sur la base de l'émotion, je considère qu'on ne conduit pas de politique publique. C'est-à-dire que le réflexe de la secrétaire d'État était le bon. Elle était elle-même ne connaissait pas ce type de pratique. Elle s'est renseignée et on est effectivement dans un cadre de la recherche
Le débat qui est posé et que pose ma voisine, c'est la question de savoir si on s'autorise à faire de l'expérimentation sur les animaux et à quelle fin. En l'occurrence, ces expériences-là ont permis de réduire les taux d'antibiotiques qui sont donnés dans les élevages. Je parle sous le contrôle d'un professionnel. Ça n'a pas permis que de faire des gains de productivité et de profit. La recherche, il y en a de la recherche publique et privée. En l'occurrence, c'est effectivement une ferme privée qui appartient au groupe Avril. Mais c'est pas parce que la recherche est privée qu'elle est de moins bonne qualité et que la recherche publique. Et personnellement, je crois dans le progrès des connaissances et des techniques. Je reconnais que le débat se pose. Et vous vous dites quoi, tant animale. pis pour ces 30 pauvres vaches? Elles sont 30 en France, donc bon. Non, mais Non, je vous pose la question. Mais si on a le temps d'en discuter, c'est bien. Interdire l'expérimentation et en fait à terme, c'est-à-dire que je pense qu'on aura le débat, à terme abolir les élevages, parce que la question de la bientraitance animale, c'est celle qui est posée par les franges les plus radicales, c'est-à-dire antispécistes et de certains véganes. Ça choque tout le monde, ces images, quand même. Vous avez quand même 80% des Françaises et des Français qui sont sensibles à la condition animale et qui demandent que des choses soient faites. Oui. Donc vous ne pouvez pas parler comme si c'était une question totalement annexe. En fait, ça concerne toute la société. C'est pas ce que j'ai dit, ça concerne toute la société, c'est extrêmement profond. Je suis très heureux qu'il y ait une émission longue consacrée à cette question, et j'espère qu'il y en aura d'autres avec d'autres acteurs, parce que c'est extrêmement profond. C'est la question de ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la question de quel niveau de violence et de cruauté on tolère dans l'expérimentation animale sur un tas de recherches, c'est-à-dire que si on commence à poser cette question-là, on met le doigt dans quelque chose qui est extrêmement profond, qui ne peut pas être traité en 3 minutes et qui ne peut certainement pas être traité sur la base de l'émotion. C'est-à-dire que de provoquer, il y a pardonnez-moi si c'est un petit peu technique, mais je tiens quand même à le dire, il y a une philosophie derrière un certain type d'action, et je le crois, mais je vous laisserai le confirmer ou pas, l'action de L214, qui est une philosophie qui consiste à considérer que pour prendre la bonne décision, il faut susciter la bonne émotion. Et que ce n'est pas une question donc de connaissance. Et ça vous énerve? Ah, je le conteste complètement. C'est-à-dire que l'émotion, elle est utile pour comprendre, elle peut être utile pour décider si elle est gérée, si elle est éduquée. Mais c'est vrai que diffuser une vidéo comme celle-là, ça choque, j'allais dire, la majeure partie des gens si ça provoque un débat dans lequel on normalement puisse discuter constitué de connaissances et du coup, de manière raisonnable, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, très bien. Si c'est pour interdire parce que ça a ému 80% des gens, non. Mais vous comprenez que du jour au lendemain, les Français ont découvert ça. Oui. Ils ignoraient ça. Peut-être vous aussi, d'ailleurs. Oui. Je sais pas. Écoutez, il y a quand même énormément de choses qu'on ignore. Si on se met à parler des enjeux de l'alimentation, je ne sais pas si les Français savent que pratiquement la moitié de l'humanité ne mange pas à sa faim. Qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas travailler sans maigrir. Et en plus de ça, pratiquement 2 milliards qui sont mal nourris. Parce qu'elles souffrent de carences en micronutriments. Donc il faut accepter beaucoup d'éléments de connaissance. Non, mais je vous pose la question. Non, mais où vous voulez en venir? Je ne sais pas. Je pose la question. Ce sont des images choquantes qui provoquent un émoi, vous l'avez dit. Voilà. Sur la base d'un émoi, je ne pense pas qu'on prenne de bonnes décisions. Très bien. Sur la base d'un émoi, on peut déclencher un débat et à l'intérieur du débat, Sandra Rigol et Catherine prendre des décisions amusant cette attaque de la part d'un gouvernement qui a l'habitude de jouer sur l'émotion, il n'y a pas d'attaque là, pour faire passer les choses. Mais si, la réponse c'est c'est pas si grave ces images. En fait, il y a une association qui joue sur l'émotion. Sous-entendu, il manipule la population. C'est vrai aussi que diffuser une telle vidéo, tous les Français vont être choqués. Ça, ce sont des faits, ce sont des actes. Mais c'est pas sans explication. C'est pas un jugement de valeur qui est donné. Ah non, on a un dossier d'une trentaine de pages qui est justement avec toutes les données, plus ici, justement, Nagui explique pourquoi ces expérimentations sont menées. Alors on nous dit, ah bah oui, c'est sur l'émotion. Évidemment, tout le monde découvre qu'on fait encore ce genre d'expérimentation aujourd'hui. Et c'est caché. Mais comme ce qui se passe dans les abattoirs, c'est caché. Bien sûr que si. C'est pas caché. Vous le saviez. Mais ça fait longtemps que moi, ça je ne existe. le savais pas, par exemple. Ça a été sorti, il me semble que c'est une radio qui avait fait un reportage là-dessus en 2014. En 2010, il y a eu des reportages de fait aussi. C'est très, à l'époque, les gens pensaient que c'était un fake tellement c'était énorme. Il y a très, très longtemps sur ce sujet-là. Non. Après, ça repose la question de savoir... On ne les voit pas. On ne veut pas les montrer, je ne sais pas, mais où ça n'intéresse pas la population. Peut-être qu'on est aussi dans une phase où les gens s'intéressent beaucoup au bien-être animal. Ce qui est très très bien, alors là je trouve ça
génial. Moi, en tant qu'éleveur avec des vaches, que les gens s'intéressent au bien-être animal, je trouve ça parfait. Vous-même, vous adorez vos bêtes, et vous le dites. Mais je m'en occupe tous les jours. Vous en occupez tous les jours. On va peut-être voir d'ailleurs une vidéo de YouTube de vous, où tous les dimanches, vous diffusez, je crois, tous les dimanches matin, un extrait. J'essaie de faire une vidéo sur ce que j'ai fait à la ferme dans la semaine. Voilà. Et ces bêtes, pour vous, vous les côtoyez tous les jours, ça fait partie presque de votre famille, j'allais dire. Je suis... dire qu'en plus, c'est du 24 sur 24 quasiment, puisque il faut être avec elles, il faut les soigner si on a une malade, il faut les nourrir évidemment tous les jours. Donc les animaux, mes vaches, je les connais très très bien. Souvent ce qu'on dit, c'est que meilleur sera le bien-être des animaux, meilleures seront les conditions de travail de l'éleveur. Ouais. Et meilleurs seront les rendements ? Je ne travaille pas gratuitement. D'accord. Okay. Non, mais c'est une question. On va vous voir tout de suite sur YouTube, justement, le genre de vidéo que vous diffusez tous les dimanches. Salut tout le monde. Eh bien alors, cette semaine, une vidéo un peu spéciale. C'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup des vaches, parce que c'est mon sujet de prédilection. Et vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que j'ai comme matériel à la ferme. Donc dans cette vidéo, on va faire un tour de ferme de tout le matériel qu'il y a chez moi. Vous avez un DX 120, donc qui fait 120 chevaux, comme c'est indiqué. Voilà, ça c'est vous tous les dimanches qui informez tout le monde. Bon, sur ces vaches à hublot, alors vous dites, ça m'étonne, ça m'impressionne. Qu'est-ce que dit Europe Écologie Les Verts ? Faut interdire ça ? Mais bien sûr, c'est pas parce que c'est légal aujourd'hui et que la législation n'a pas évolué de façon respectueuse du vivant qu'on doit considérer que c'est normal. En fait, on a un problème sur une législation qui tolère ce genre d'expérimentation. Non, mais elle ne le tolère pas. Elle le tolère pas. C'est-à-dire que celles-ci qui sont fistulées pour la recherche de productivité, on n'est pas dans la stricte nécessité. Donc on n'est pas dans l'application de la loi. Et après, quand on nous dit c'est pour un usage vétérinaire, c'est effectivement légal, ça peut être contestable, etc., sur d'autres sujets. Mais ici, en l'occurrence, on est vraiment sur une recherche de productivité. Tout à fait. Et là où ça devient intéressant, c'est que dès que vous remettez en question ce système qui repose sur la productivité, qui repose sur le strict intérêt financier, au détriment de tout le reste, au détriment du respect du vivant, de la nature, et même de la qualité de l'alimentation que les gens vont obtenir en fin de course, dès que vous dites ça, la réponse qu'on vous fait, c'est « mais c'est la science ». En fait, vous voulez nous faire revenir en arrière, mais c'est pas ça la science. On se cache derrière l'aspect scientifique. Voilà. Vous voyez, là, on a eu tout un déroulé d'espèces de sujets de diversion autour de ça. Mais la réalité, c'est que effectivement, les Françaises et les Français ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas au courant de comment on a industrialisé de façon totalement inhumaine l'essentiel de la chaîne alimentaire. Par contre, ce que savent les Françaises et les Français, c'est que souvent, il y a des scandales alimentaires, que leur santé est altérée, que des animaux souffrent. Et tout ça, c'est un seul et même système. J'ai une question de j'allais dire, de néophyte. On ne peut pas les nourrir normalement, ces vaches, pour voir la conséquence plutôt que d'ouvrir la panse. Mais si, tout à fait. C'est bien pour ça que ceci n'est pas une expérimentation à des fins scientifiques, mais ceci est une expérimentation à des fins Étienne financières. Fournon, vous dites non. Non, parce que c'est toujours amusant de presque recevoir des leçons d'alimentation de vaches laitières des gens qui n'ont jamais nourri des vaches laitières, si vous voulez. La réalité, c'est que c'est assez complexe l'alimentation des vaches laitières. C'est-à-dire qu'on établit des rations avec de l'herbe, du maïs, de la luzerne, plein de fourrage pour nourrir les vaches. Vous les laissez aussi dans les prés ou Non, pas, les miennes ne vont pas dans les prés. Parce que c'est historique, c'est mon grand-père déjà à l'époque. Et donc je suis en réflexion pour maintenant faire évoluer le système, puisqu'on va répondre tout simplement depuis des années, on répond à la demande du consommateur. Donc si le consommateur veut que mes vaches sortent, mes vaches sortiront. Et dans les prés, elles se nourrissent toutes seules, elles n'ont plus besoin de rations, non ? Parce que vous savez, vous avez du mal à... je vous pose la question. Alors l'été, l'herbe ne pousse pas. Moi qui suis un infâme citadin dans un studio à Boulogne-Billancourt. Donc les vaches, si on ne les nourrit pas l'été, elles vont mourir de faim. Il faut bien être conscient, parce que l'été, l'herbe ne pousse pas, donc les vaches ne peuvent pas manger. Donc, c'est ça qu'on fait le foin. On nourrit les vaches, exactement. J'ai fait du foin cette semaine, toute la semaine, et la vidéo de demain sera sur la récolte de foin. Voilà. Donc demain matin, vous allez sur Agri YouTuber et vous trouvez la récolte de foin. Donc toujours est-il que les vaches, ce n'est pas, on les lâche pas comme ça et ça se nourrit pas tout seul. Bon, on y revient dans une seconde, juste après la pub, sur cette question des vaches hublots. Comment est-ce qu'on peut faire peut-être évoluer la législation ? Alors vous dites déjà, ça, ce qu'on voit, ça devrait pas être le cas parce que c'est illégal. Et puis on va voir également ce qui se passe dans les abattoirs. À tout de suite.
LCI samedi soir, deuxième partie, on revient sur ces images qui ont choqué la France, de ces vaches hublots ouvertes à des fins expérimentales. Alors, écoutez ce vétérinaire qui lui dit elle ne souffre pas du tout, écoutez-le. Je comprends tout à fait que voir des vaches qui présentent des hublots, qui ont des fistules sur leur rumen peut choquer, mais il faut savoir que ces animaux sont des animaux qui sont en bonne santé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui présentent toutes les caractéristiques de bonne santé, qui ont des constantes physiologiques normales, qui sont surveillées, peut-être même beaucoup plus que beaucoup de bovins dans des élevages français quelconques, et qui sont l'objet des plus grands soins, aussi bien par leurs soigneurs que par les vétérinaires qui, eux, contrôlent absolument l'intégralité de leurs constantes physiques et biologiques. Catherine Elayel, vous êtes représentante du parti animaliste, qui, on le rappelle, a fait quand même plus de 2% aux dernières européennes. Satisfait par cet argument du vétérinaire? Ce sont des animaux qui sont suivis? On trouve toujours des vétérinaires, effectivement, pour dire que les animaux ne souffrent pas. On trouve aussi des vétérinaires pour dire que le taureau ne souffre pas lorsqu'on lui met des pics, etc. Donc, moi, je suis choquée au parti animaliste. De toute façon, on serait complètement opposé, on est complètement opposé à ces formes d'expérience. Il faut savoir que, comme le rappelait Brigitte Gauthier, c'est quand même un décret de 2013. Donc en fait, les vaches hublots, elles existent depuis des années. Mais c'est seulement depuis 2013 en fait, qu'on a dit que les procédures expérimentales doivent avoir un caractère de stricte nécessité. Et là, on ne peut absolument pas parler de stricte nécessité. Il n'y a pas de stricte nécessité à faire en sorte que les vaches produisent encore plus de lait, que les poulets fassent 7 kilos, que les poules fassent encore plus de... La stricte nécessité, là, c'est la nécessité. On nous parle de science. Moi, je dis que c'est la science du profit. Vous allez plus loin que ça. Vous dénoncez un système productiviste. Mais de toute façon, j'allais dire, c'est tout le système qui est complètement fou. C'est un système... Donc ces images, c'est quoi? C'est un symbole pour dénoncer quelque chose de plus large? De plus large, parce que de toute façon, ça veut dire qu'en fait, on est prêt. C'est vraiment l'animal-machine. On est vraiment là dans Descartes, on retourne au 19e siècle, où l'animal est une machine. Donc il y a la machine à lait, il y a la machine à œufs, il y a la machine à laine, et puis il y a la viande sur pattes. Donc l'animal n'est plus un être vivant sensible, c'est une machine. Et là, en fait, symboliquement... Et on vous dit qu'il faut nourrir 67 millions de Français. Eh bien, justement, si on veut nourrir 9 milliards, et qu'on veut continuer à manger autant de protéines carnées... Alors 9 milliards, c'est 2050 Qu'on veut continuer à manger autant de protéines carnées, c'est pas des fermes de 1000 vaches qu'il faudra, c'est des fermes de 5000 vaches, parce que si on veut que tous les animaux vivent dehors, c'est juste pas possible. Donc il faut repenser. Et c'est pour ça qu'au Parti animaliste, en fait, nous, on veut aller vers une alimentation beaucoup plus végétale. Donc de manger moins de viande. De manger moins de viande, parce que vous avez aussi un rapport quand même de l'ONU récent qui explique que si on ne réduit pas la consommation de viande de l'ordre de 40 à 70%, on va droit dans le mur. Dans les années 60, quand on nous a commencé à nous parler d'écologie, on regardait les écologistes en riant, on se moquait d'eux. Mais aujourd'hui, les nouveaux écologistes, j'ai envie de dire, ce sont les animalistes. Et il faut repenser un modèle de société. On ne dit pas qu'il faut arrêter du jour au lendemain les élevages, mais il faut que, par exemple, les subventions, au lieu d'aller vers les plus gros élevages, en fait, qu'on commence à repenser une reconversion, aider les éleveurs qui veulent aller vers le végétal, vers les légumineuses. Il faut repenser notre modèle de société. Et ça, je suis désolée, on ne peut pas aujourd'hui accepter que l'on fasse souffrir les animaux. Alors oui, soi-disant, ils ne souffrent pas. Alors déjà, ils vont être endormis. Je ne sais plus qui a dit que... Là, ils n'ont pas l'air endormis, là. Ils vont être endormis quand même. Ils sont anesthésiés au moment de la pause. Il va y avoir quand même le réveil post-opératoire. Donc là, ils vont souffrir. En plus, après, c'est une gêne. Et ils vivent dans leurs excréments. Ils ne sortent jamais. C'est une souffrance. On voit, on passe un coup de Karcher avant. C'est une souffrance terrible. Et je vous dis symboliquement... Et ils vivent dans la cage, là, tout le temps? Oui, et que ça soit 30 ou 50, ce sont des individus. Ouais. Et tout à l'heure, vous nous disiez, excusez-moi, moi je crois en le progrès, moi aussi, mais pas en celui-ci en tout cas. Frédéric Descrozaille. Je parlais du progrès des connaissances et des techniques. Si vous le progrès des méthodes substitutives. Non mais, juste un tout petit retour par rapport à ce qui s'est dit, c'est-à-dire que j'ai une formation d'ingénieur agronome, je ne sais pas concrètement en quoi consiste cette expérimentation. Je ne sais pas si vous le savez. C'est dans notre dossier. J'ai beaucoup de repères quand même. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Dire que c'est pour que ça produise plus, de toute façon, la première chose pour laquelle ça a été fait, c'est de comprendre comment fonctionne un rumen.
parce que c'est compliqué en fait. La digestion des ruminants, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc quand vous faites de la recherche pour connaître, après cette connaissance, Mme Regold, s'il vous plaît, on a l'impression de retourner au 19e siècle, on sur ce sujet-là, écoutons-nous, parce que c'est assez passionnel, et essayons, on n'est pas d'accord, mais on peut s'écouter. Mais dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est passionnel, c'est compliqué quand même. Oui. Je veux bien être une femme très passionnée, c'est la première fois que j'utilise ce mot-là. C'est pas la première fois que nous sommes ensemble sur un plateau, mais c'est la première fois que j'utilise l'adjectif avec vous. Bah, écoutez, j'appelle au fact-checker pour qu'il vérifie. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'est ce qui est plus passionnant à vérifier. Pour couper la parole avec un sourire assez condescendant, voire méprisant, vous êtes un petit peu championne. C'est dur de garder ce calme. Des gros efforts. Champion des mots déplacés. Donc, il s'agit d'améliorer une connaissance. Cette connaissance, elle peut être utilisée mal ou bien qu'il soit remis en cause le fait, la stricte nécessité. Je ne suis pas juriste, mais je présume que ça s'interprète. C'est une notion aussi qui appelle à interprétation du juge. Vous êtes tout à fait fondé à dire, nous, notre interprétation, c'est de considérer que ça devrait être illégal. Très bien. Une plainte a été déposée. Très bien. Et à ce moment-là, la justice va faire son travail. En attendant, pour ce que j'en sais, il s'agit de connaître comment fonctionne un rumen. Ça peut permettre de faire en sorte qu'il y ait une meilleure alimentation pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre, pour qu'il y ait moins d'antibiotiques traités pour la santé de l'animal. Ça peut être aussi à des fins de profit, mais la caricature avec laquelle vous désignez, sous prétexte qu'un groupe... Pourquoi est-ce qu'on condamne les éleveurs qui ne veulent pas donner d'antibiotiques aux animaux si effectivement c'est pour limiter les antibiotiques? Mais on n'est pas là pour s'étrier, on est là pour se parler, je vous rassure. Je parlais de l'alimentation dans le monde et j'ai entendu dire que c'était des sujets de diversion. Enfin, typiquement, les 9 milliards d'êtres humains, il y a à peu près 300 à 350 millions d'animaux de trait dans le monde et 28 millions de tracteurs, c'est-à-dire pratiquement 1 milliard d'actifs agricoles qui travaillent en culture manuelle. Un agriculteur qui travaille en culture manuelle, il produit à peu près 10 quintaux par hectare et par actif. Avec ça, il nourrit péniblement 4 à 5 personnes. Le meilleur moyen d'avoir des paysanneries pauvres qui vont avoir une prospérité, de quoi épargner et investir, c'est une amélioration de 10 à 11 à 12 quintaux. Et pour ça, les animaux de trait, ça peut permettre d'augmenter des rendements dans les pays où les agricultures sont les moins compétitives. Et chez nous, qu'il y ait une relocalisation de la production agricole, mais écoutez, j'y travaille personnellement sur l'Île-de-France. Je conduis un projet qui s'appelle Repas à l'hôpital, qui va servir du pouvoir de prescription de l'APHP, justement pour avoir dans ses contrats d'achat de quoi déclencher des investissements agricoles pour légumes racines, arboriculture et pourquoi pas élevage. Il y avait plein de fermes dans les années 60 produire tout cela autour de en Paris. Île-de-France. Il n'y en a pas. Et bien sûr, c'est une demande. Mais il y a la place. Et encore un mot, c'est-à-dire que le procès qui est fait, et je veux bien l'entendre, au productivisme et à l'industrialisation, soit on est allé trop loin, il y a eu un vrai mépris de l'environnement pendant des années, c'est vrai. Il faut aussi simplement être juste et considérer que tout le monde en a profité. L'alimentation, c'était plus de 40% dans le budget des ménages au lendemain de la guerre. Il y avait les tickets de rationnement dans Paris en 1946. Aujourd'hui, on a de tout pour pas cher. On en est plus là, oui. Le monde entier sur la table au petit déjeuner tous les matins. Et l'alimentation, c'est 12% jusqu'à 20% Alors, pour les ménages sauf les animaux qui n'en ont pas profité, dit madame. Et un tout dernier mot, pardon, parce que j'ai été long. Et merci, madame Regold, vous m'avez écouté. Merci. Mais je termine juste là-dessus. On ne fera pas. Long qu'à un oui, moment donné. pardon. Je termine juste là-dessus. Ce qu'on a adopté comme loi avec la loi Egalim et ce qui est attendu de la part des consommateurs, ça va forcément déclencher, ça devrait déclencher un léger renchérissement du coût de l'alimentation. Les produits agricoles devraient être achetés un petit peu plus cher. Ça représente quelques centimes par repas. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et de ce point de vue-là, dans les filières viande en particulier, c'est des filières qui ont pris malheureusement l'habitude de vivre avec des taux de rendement très faibles. Et si la viande était payée un petit peu plus cher, mieux achetée pour être mieux consommée, mais payée un petit peu plus cher, il y aurait, je pense, moins de choses choquantes dans les abattoirs. Attendez, Brigitte Gauthier demandait la parole. Oui, parce que on parle là d'expérimentation qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et c'est assez cocasse puisque c'est ce genre d'expérimentation qui ont mené au fait qu'aujourd'hui l'alimentation des vaches notamment, c'est plus de l'herbe. En tout cas, il y a des concentrés qui sont donnés aussi par ailleurs, et elles produisent aujourd'hui 30% de méthane en plus. Donc c'est ces expérimentations-là qui ont déjà mené à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, aujourd'hui,
Évidemment, devant ces images, on essaye de les justifier en disant « Ah oui, non, mais c'est dans l'intérêt public ». Et si on veut Non, nourrir pas tout le dans ce monde, il faut une agriculture Alors, si un on veut peu nourrir tout le industrielle. monde, si on veut nourrir tout le monde, non, on n'est pas obligé de passer par une agriculture industrielle. Ce qu'il y a, c'est que notre planète ne peut pas supporter 9 milliards d'êtres humains qui mangent des quantités de viande astronomiques. Et donc, il faut réduire. Et les études montrent, alors effectivement, l'ONU, 40 à 70%, d'autres études qui ont été publiées dans Science ou dans Nature disent 90% de diminution dans nos pays. Ça ne concerne pas forcément le reste du monde, mais dans nos pays industriels et riches, il faut qu'on réduise de 90%. Et après, il y a le point de vue C'est éthique. gigantesque, 90%. Mais c'est gigantesque, évidemment. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, on va consommer aucun produit d'origine animale. Et puis, de temps en temps, des produits d'origine animale si on va être soutenable écologiquement. Maintenant, éthiquement, on peut aussi regarder la place des animaux dans notre société, qui aujourd'hui sont des ressources à notre disposition. Et les vaches à hublot, c'est symptomatique de ces animaux-machines. On peut... Même si elles sont, vous dites vous-même, une trentaine. Oui, elles sont pas trop, très hein, nombreuses. mais, C'est effectivement une mutilation, une opération qui se fait. Et ensuite, là, on voit quand même leurs conditions de confinement qui sont quand même pas très confortables pour elles. On les bloque pour pouvoir aller dans le hublot. Et puis, elles sont quand même sur un sol bétonné, maintenues là-dedans. D'après le centre, 10 mois sur 12. Étienne Fourmont, pourquoi vos vaches, elles ne sortent pas chez vous? Parce que, en fait, mon grand-père, il y a une quarantaine d'années, il a répondu à la demande des consommateurs, et notamment à la période c'était la période des 30 Glorieuses. Il fallait produire, voilà, parce que la France avait faim, et donc il fallait produire de la nourriture. Donc il a répondu à cette demande-là. Et voilà, l'élevage laitier est très complexe. Il faut savoir, en France, vous avez énormément de systèmes d'élevage laitier en fonction du climat, en fonction des sols, en fonction des régions où on se trouve en France. Mais vous avez de la terre autour, elle pourrait sortir Oui, tout à fait. Oui. Mais après, le problème, c'est que, si vous voulez, en l'évolution de mon exploitation laitière, on va dire en 50 ans, je suis à Vous avez 75 vaches. Ouais, 75 vaches. Je suis la 5e génération. Et donc, en fin de compte, la ferme a évolué, a grandi depuis 50 ans, forcément, autour de ce système-là. Donc, si je voulais faire sortir mes vaches, bon, c'est possible. Donc, je vais faire des clôtures, je vais semer des prairies autour de mes bâtiments, mais ça reste un accès difficile puisque la ferme a évolué autour du bâtiment des vaches laitières. Donc voilà. Mais vous comprenez qu'une certaine opinion ne comprenne pas pourquoi est-ce que les vaches ne peuvent pas sortir dehors et vivre une partie de l'année dehors. Très bien. Je comprends très bien ça, et je le comprends très bien, et je pense qu'il faut y répondre à cette attente du consommateur. Après, il faut aussi que le consommateur comprennent la réalité de l'élevage en France, et que, comme l'a dit tout à l'heure le député, on ne mange pas gratuitement en France. Donc ça a un coût, cette production alimentaire. Et donc il faut que les gens soient bien conscients que s'ils veulent manger différemment, il va falloir, je pense, qu'ils payent différemment aussi. Donc peut-être payer plus. Et ça, il faut bien le comprendre. Sandra Redol. C'est intéressant de toujours dire, si on veut respecter un petit peu les consommateurs, si on veut respecter un petit peu la nature, il faut payer plus. Mais c'est pas vrai, il ne faut pas payer plus. Il faut arrêter de détaxer ce qui est mauvais. Il faut arrêter de financer en fait les transports aux quatre coins du monde. Il faut arrêter de financer l'importation. Or, la politique agricole commune, elle fait quoi? Mais elle aide, elle incite les grosses structures pour produire pour l'exportation et non pas pour l'alimentation ici. Alors moi, je touche des aides de l'Europe, je touche des aides de l'Europe, de la politique commune. Donc voilà, donc je touche pas une somme énorme, et pourtant je nourris quand même les Français. Donc si vous voulez. Mais ça part à l'export aussi ou pas? Non, mon lait, les produits laitiers en règle générale, ils sont consommés en France. Et après sur le reste. Après, voilà, c'est de dire que que si l'argent va seulement au gros pour aller à l'export, non, évidemment c'est faux. Et puis heureusement d'ailleurs. Et je vais juste essayer de finir mon propos. Oui, mais c'était intéressant aussi de voir l'expérience. Alors si je ne me trompe pas, en gros, le coût de la politique agricole commune pour les Européens, c'est en gros un plein d'essence par habitant et par an. En termes de sécurité alimentaire, pour avoir une sécurité alimentaire en France et en Europe, 114 €, c'est le plein d'un camion. Alors, parce qu'une voiture, on n'est pas aussi cher. C'est quand même pas énorme. Et donc, une grosse voiture. Voilà, donc il y a ça d'un côté. Oui, alors elle est vraiment supersonique, la voiture. Vous avez vu pour que les prix 114 du pétrole € augmentent aussi. Et par ailleurs, à côté de ça, le plus gros plan social de France, c'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a tellement industrialisé, on a tellement retiré le lien avec la terre, le lien avec la nature. Vous le disiez très bien d'ailleurs. Votre père, il n'a pas choisi. C'est l'État français qui a dit il faut passer
au tout chimique, il faut passer au tout industriel. C'est-à-dire que ce sont des décisions politiques qui font que la deuxième ou la troisième génération ne sait plus comment faire autrement. Et pire, la loi a évolué pour les inciter à ne surtout pas faire autrement. Vous voyez, vous parliez de limiter les antibiotiques. Aujourd'hui, les éleveurs qui veulent ne pas utiliser des antibiotiques, mais des traitements alternatifs qui fonctionnent, on a des études dessus, eh bien, ils sont condamnés. Parce qu'ils ne donnent pas d'antibiotiques. Non, moi si je ne vais pas utiliser d'antibiotiques, je n'utilise pas d'antibiotiques et je ne vais pas être condamné. On a plusieurs condamnations en France. Et vous en utilisez des antibiotiques? J'en utilise des antibiotiques. Oui. Voilà, donc vous en utilisez. Donc on n'est pas dans ce cas. Malades, évidemment. Donc vous Après, avez si quand je même... voulais arrêter d'en utiliser, je n'aurais aucune condamnation judiciaire derrière. Les vaches ont souvent des infections, donc on est obligé... non, heureusement pas souvent. La surmédication des animaux, la surmédication des animaux, c'est un des problèmes qui fait qu'ensuite, vous avez des êtres humains qui mangent cette viande et qui deviennent résistants aux médicaments. Vous voyez à quel point le système est vicié. On n'est pas dans quelque chose d'émotionnel, on est dans quelque chose de systémique. C'est-à-dire qu'on perd des emplois, on altère notre santé, on fait en sorte de se couper de la terre, de ce qui fait qu'on est des êtres humains ici. Et à un moment donné, quand on remet ça en question, vous aviez tout à fait raison tout à l'heure, on est quoi? On est des régressifs, on est des gens qui gênent. On est des fous furieux. La réalité, c'est que ce soit ces associations, que ce soit les écologistes, on n'en que est ce soit plus le là. parti animaliste. Il y a effectivement des époques où on vous disait vous êtes des Khmers verts, on le dit toujours aujourd'hui. Et ça a fait et d'un autre côté, vous faites plus de 13% aux européennes. Hein. 40 ans de lutte pour arriver à ça. C'est long, 40 ans de lutte, pendant lesquels, ces 40 années-là... Depuis René Dumont, 74. Tout à fait. Ouais. 40 années pendant lesquelles on a détruit l'emploi en France, on a détruit la santé, on a détruit l'environnement. Vous voyez un petit peu le recul qu'il y a. Alors quand on me parle d'amélioration scientifique, de progrès, de choses comme ça, si c'était pas si tragique, j'aurais envie d'en rire. On va réaxer quand même sur le bien-être animal avec votre association qui, on le sait, L214, s'est fait connaître en diffusant un certain nombre de vidéos, c'est vrai, insoutenables dans les abattoirs. Et certains ont déjà été ou sont en train d'être condamnés. C'est le cas de l'abattoir du Vigan. Regardez ce sujet signé Thibaut Malandrin. Ces images ont choqué bien au-delà de la France. Elles ont été tournées en caméra cachée à l'abattoir du Vigan. Moutons projetés par-dessus une barrière, recevant des coups répétés de pinces électriques. Cochons se débattant alors qu'ils devraient être inconscients. Des images au cœur du procès qui s'est ouvert ce matin. Sur le banc des prévenus, 3 employés de l'abattoir et la communauté de communes qui gérait alors le petit établissement. Ce procès, c'est un peu celui de l'association de défense des animaux L214 qui avait révélé ces vidéos en février 2016. Ce ne sont pas des violences gratuites, qu'elles servent aux employés à réaliser l'acte plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise en scène d'un combat fictif avec l'animal, et quand l'animal résiste, c'est là qu'on a des violences. Un seul prévenu est jugé pour un délit, celui de sévices graves et actes de cruauté envers un animal. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Les autres ne risquent qu'une contravention. Ils refusent de payer pour l'exemple, alors que la poursuite de l'activité de l'abattoir est vitale pour des dizaines d'éleveurs. Je ne vais pas baisser les yeux ni rien. À mon avis, j'ai rien fait de mal honnête. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs très choquants, mais on peut s'améliorer sans tout détruire. Ce procès n'est que le premier d'une longue série. L'association L214 a réalisé des vidéos similaires dans une dizaine d'abattoirs en France, notamment celui d'Alès, situé à seulement quelques centaines de mètres d'ici. La justice est donc saisie du dossier, la justice, mais aussi les députés. Ils ont voté en janvier dernier une loi rendant obligatoire la présence de caméras dans les abattoirs dès 2018. Voilà, un sujet de mars 2017, à l'époque de Thibaut Malandrin. Depuis, où est-ce qu'on en est des caméras, Brigitte Gauthier ? Déjà, juste rappeler qu'effectivement, on a montré des images d'abattoirs qui ont déclenché une commission d'enquête parlementaire, qui ont déclenché aussi une enquête nationale dans l'ensemble des abattoirs d'animaux de boucherie, qui ont montré que 80% des abattoirs présentaient des non-conformités allant de mineurs à majeurs. Et depuis, on a montré d'autres images dans des abattoirs qui justement étaient déclarés en infraction mineure. Par exemple, l'abattoir du Bois-Chaud au mois de novembre que nous avons montré, qui n'est toujours pas réouvert pour justement les mises aux normes. C'est dire le truc mineur qu'il y avait. Alors les caméras, on en est où ? Donc là, il parlait de effectivement la loi proposée par le député Olivier Falorni, qui a été votée par l'Assemblée nationale en première lecture, ensuite qui n'a pas été discutée au Sénat. Et donc, pendant la loi alimentation de 2018, cette proposition est revenue
Olivier Falorni, mais d'autres aussi, ont proposé de remettre. Et puis on a eu une modification de cette proposition pour la rendre expérimentale dans les abattoirs volontaires. Autrement dit, si on n'avait rien voulu faire, on n'aurait pas fait mieux. Il fallait que le gouvernement garde la face en disant que si, il avait agi. On a eu le même phénomène sur les poules pondeuses, où il y avait des propositions qui étaient faites pour demander la sortie de l'ère des cages, finalement, de demander l'interdiction des cages. Et les députés n'ont voté alors pour la majorité en tout cas, et le gouvernement n'ont voté que pour une interdiction des nouvelles installations. D'accord. Sans voter l'interdiction des cages. Réponse du député Frédéric Descrozaille là-dessus. Des caméras qui ne sont pas obligatoires et puis les cages, oui, pour les nouveaux élevages, mais pas pour les anciens. Alors qu'on va le voir, 89% des Français interrogés estiment que la cause animale est importante. Écoutez, oui, très bien. Et encore une fois, je me félicite que ce type de débat puisse avoir lieu et j'espère qu'ils seront renouvelés. Maintenant, là, je parle en mon nom, même si effectivement la majorité a voté comme vient de le présenter Madame Gauthier. Je considère qu'on ne peut pas, on ne doit pas tirer un trait de plume sur le passé. C'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience. C'est sain, tout le monde peut s'en féliciter. Qu'il faille décider de changer des pratiques, je parlais d'un relatif mépris de l'environnement qu'il y a eu pendant des décennies, c'est vrai. Madame Rigol, quand vous dites qu'on a coupé un lien au sol, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ça, je dis juste que les choses sont plus compliquées que ça. Et quand vous avez des filières où, quoi qu'on en dise, il n'y a pas tant d'argent que ça. Il y a beaucoup d'éleveurs qui vivent en difficulté. Il y a des éleveurs qui venaient d'investir. C'est-à-dire qu'on dit les Français ne connaissent pas ça. Mais il y a plein d'éleveurs qui ne connaissent pas non plus les débats qu'on a et qui simplement font leur travail. Et qui sont, et particulièrement si on prend la volaille, et qui sont choqués qu'on les monte du doigt. C'est pas qu'ils sont choqués, c'est qu'ils se sentent agressés naturellement. C'est-à-dire que moi je considère, pour le coup j'assume complètement ce que je dis, je considère qu'il faut qu'il y ait un dialogue de la part des partis politiques, des associations environnementalistes qui mettent à l'index un système, quelque chose de systémique, vous le disiez. Tout à fait. En fait, un mode de vie, un mode de développement, etc. Très bien. Mais systémiquement, justement, et au niveau national, vous avez ces partis-là, ces associations, qui mettent à l'index des métiers. L'agriculture, l'industrie, et des gens qui se sentent naturellement... Est utile ou pas ? Absolument. Ouais. Mais absolument. Ça, alors là, je aucun état d'âme pour le dire. Ce que je crains à propos d'L214, c'est la frange, entre guillemets, extrémiste. C'est-à-dire, si on peut en parler un petit peu, l'antispécisme sur un plan philosophique et politique, c'est quelque chose que je rejette. Et ça va beaucoup plus loin en Angleterre, où il y a des attentats. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que là-dessus, il y a effectivement les formes d'excès auxquelles on peut aboutir. Un philosophe comme Peter Singer, c'est quelqu'un qui m'horrifie dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il préconise. Donc, bref, en tout cas, quand il y a une mise à l'index, qu'il y a des gens qui se sentent agressés alors qu'ils font leur travail, quelles qu'en soient les conditions, je considère qu'il est important d'établir un dialogue et de prendre le temps. Et donc, en l'occurrence, faire évoluer les abattoirs, ça suppose que l'ensemble de la filière viande évolue. On a demandé des plans de filière. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Oui, tout à fait. Ils sont en réaction et beaucoup de manière défensive. Et de plus en plus, on pousse à ce qu'ils anticipent et est-ce que ça aille plus vite. Il y a effectivement des demandes sociétales qui sont de plus en plus fortes. Et on n'a pas affaire à des fous furieux, on n'a pas affaire à des gens qui sont indifférents à la cruauté, on a des gens qui font leur travail. Donc, on évolue doucement. Et moi, du coup, j'assume complètement dans la loi, effectivement, d'avoir voté ce qu'on a voté, en particulier pour les poules pondeuses, de tenir compte des investissements qui avaient eu lieu et de là où en étaient les entreprises. Mais c'est faux. Étienne Fourmont, vous sentez vous-même ce mal-être d'être montré du doigt dans certains cas pour les éleveurs, les agriculteurs ? Évidemment, quand vous êtes agriculteur, déjà c'est un métier qui vous prend votre vie, quoi, quasiment, quoi. Donc à chaque fois qu'on vous dit t'es un salaud, tu fais mal ton boulot, t'es un assassin, t'es un pollueur, évidemment que ça fait mal, parce qu'on n'est pas. Enfin, je me réveille pas le matin en disant je vais polluer ou je vais faire mal aux vaches. Je me réveille le matin en disant je vais nourrir les gens. Moi c'est ça mon boulot, c'est de produire de la nourriture pour les gens. Donc quand on me dit que je fais ça mal ou que je pollue ou que je suis un assassin, évidemment que ça fait mal, évidemment. Mais après voilà, je travaille vraiment pour offrir la meilleure alimentation possible aux Français. C'est vraiment ça mon travail. Et de le faire en respectant au maximum le bien-être animal, en bien sûr respectant au maximum l'environnement, mais aussi
en gagnant de l'argent, puisque je ne travaille pas gratuitement. Vous le dites, vous les aimez, vos vaches comme je les aime. Oui, évidemment, éleveurs. j'aime mes vaches, mais j'aime pas mes vaches comme j'aime mes enfants, par exemple. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est pas la même relation, évidemment. Et heureusement, d'ailleurs, on peut avoir on aime bien aller voir un film, on aime bien manger du chocolat. Enfin, voilà. Le mot j'aime, s'il est balancé comme ça en l'air, comme ça, et puis ah oui, j'aime tout le monde. Mais on a l'impression un peu que c'est le ciel qui vous est tombé sur la tête. Dans les années 70, 80, on glorifiait le système FNSEA, agriculture intensive, formidable. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, secteur merveilleux. Et puis là, depuis quelques années, on dit « Ah ben non, ça va plus du tout ». C'est une réalité, ça aussi, ou pas? Et c'est une réalité, et que je comprends. Et à la limite, je suis presque d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans un système, l'agriculture change tout le temps. Voilà, l'agriculture évolue. Et à un moment donné... Et la FNSEA, vous êtes membre de la FDSEA départementale, change assez vite aussi? On travaille par exemple avec Welfarm, on travaille avec la Fondation Brigitte Bardot, voilà, on travaille avec toutes ces associations welfaristes. Alors c'est vrai qu'on ne travaille pas avec les abolitionnistes, puisqu'ils veulent notre fin, donc on va pas travailler avec eux puisqu'ils veulent qu'on disparaisse. Donc on travaille avec des welfaristes. Voilà, c'est quoi les welfaristes? Alors le welfarisme, c'est améliorer les conditions des animaux en élevage. Voilà. Ouais. Et l'abolitionnisme, comme L214, c'est supprimer l'élevage. Voilà. D'accord. Donc welfaristes, on travaille avec eux, aucun problème. L214, non. Eh bien L214, non, parce qu'ils ne veulent pas qu'on continue notre travail. Bon, Catherine Elaïel. Je voulais juste revenir, dire quelques mots sur ce que nous a dit monsieur le député. Moi, je pense qu'en fait, il y a un problème de courage politique. En tout cas, ce gouvernement actuel, si je peux dire, la condition animale, mais il n'en a rien à faire. Mais il s'en fiche complètement. Egalim, c'est zéro. Je crois que vraiment, c'est impossible quand on voit... Alors, il y a effectivement quelques députés. Alors, Egalim, c'est la nouvelle loi agricole. C'est zéro. On a les poules, les poussins peuvent continuer d'être broyés, vivants. Les poules pondeuses, toujours en cage. Les porcelets, on continue de faire des castrations sans anesthésie. 99% des lapins sont en cage. Il n'y a aucune amélioration. Alors, effectivement, cette loi, en fait, elle a été à la base prise pour ce qu'on appelle l'amélioration du paysan. Mais moi, j'ai envie de dire... ça va trop lentement pour vous? En fait, c'est pas possible que le ministère de l'Agriculture puisse... lui, être le garant du bien-être animal. Il y a un conflit d'intérêts. Il faut, et c'est ce qu'on demande aux partis animalistes, il faut la création d'un ministère de la condition animale. Il faut sortir du ministère de l'Agriculture la condition... Je voudrais réagir à ce que vous dites. Oui, non, mais attendez, laissez-moi terminer. Okay. Voilà. Il faut donc absolument dissocier les deux, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Parce qu'effectivement, on peut pas être l'avocat des deux. On ne peut pas être l'avocat... il faut l'agriculture, on ne peut pas. Donc les animaux ont besoin, en fait, ce sont des individus sensibles. Ils ont besoin effectivement que l'on respecte leur bien-être. Mais en plus, le mot bien-être, c'est utilisé à tout va. Vous savez, le bien-être pour un cochon qui vit dans un élevage, c'est avoir un petit ballon. On dit, on a respecté le bien-être parce qu'il peut donner des coups de tête dans un ballon. Les poules, il faut savoir qu'à la base, ce sont quand même des oiseaux. Que quand vous avez des poules chez vous et que vous savez qu'elles grimpent dans les arbres, qu'elles passent leur journée c'est pour ça qu'on leur rogne les plumes, parce que ça vole une poule. Donc en fait, après, ça volette. Voilà, donc le respect des conditions biologiques des animaux ne sont pas respectés. Donc c'est vrai qu'il faut, dans un premier temps, il faut créer au moins un ministère de la condition animale, et puis surtout, il faut commencer à repenser, et pourquoi on a eu la création d'un parti animaliste ? C'est en réaction avec cette incapacité des gouvernements, que ce soit le gouvernement actuel et des gouvernements précédents. Pour vous, c'est pareil, en marge d'Emmanuel Macron, la droite, la gauche Mais c'est exactement pareil. Au jour d'aujourd'hui, j'allais dire que l'animal, c'est le dernier du dernier du dernier. Ouais. Alors que on se dit toujours, vous avez aussi beaucoup de personnes qui nous disent... On va voir ce que vous représentez avec les écologistes aux dernières européennes. Alors, ce ne sont que les élections européennes. Voilà. Donc, mais il faut sortir... Quand on fait le compte, vous êtes à plus de 17%. Là, c'est quand même important pour les résultats. Le parti animaliste... n'a pas été dans les médias au moment des élections. On n'a jamais entendu parler de nous. Donc, on n'était pas connus. Contrairement à d'autres partis qui étaient connus. On a eu des fraudes, il y a eu des fraudes électorales, on vient de porter plainte contre le Conseil d'État, il y a eu des fraudes énormes. Voilà, donc c'est un bon résultat compte tenu de ce contexte. On va vous écouter d'ailleurs plusieurs de vos militants. Écoutez.
Moi, la cause animale, ça me parle parce que j'ai eu plein d'animaux étant petite et que de toute façon, les autres partis politiques ne m'intéressent pas beaucoup. La cause animale, le respect du sort des animaux, c'est quelque chose dont on parle très peu. Enfin, on ne parle pas du tout. Le gouvernement n'en parle pas du tout. Donc forcément, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un parti qui se crée uniquement autour de ça. Frédéric Descrozaille, quand vous voyez les chiffres, quand vous écoutez ça, est-ce qu'il ne faut pas faire monter le curseur, cause animale, bien-être animal, écologie aussi? Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais je ne raisonne pas beaucoup en termes électoraux. Les élections européennes sont un moment où ce type de préoccupation émerge plus qu'à d'autres, et je trouve ça très bien, parce que les enjeux et d'écologie, au sens noble et large du terme, ne se traitent pas à l'échelle nationale. Les grands enjeux, lutte contre le réchauffement, transformation de ce qui a été mis en place comme système, de façon, les échanges commerciaux, de ces relations internationales autour de productivisme, etc., de toute façon, ça se traite à une échelle au moins européenne. Donc je trouve ça très bien que on ait ces scores-là. C'est effectivement à cet endroit-là qu'il faut s'entendre avec nos voisins et parler de ces enjeux-là. Juste un mot à propos de ce que vous venez de dire. Contrairement à l'idée d'un ministère de la bien-être animal, moi je considère que ce qu'il faudrait, c'est plus d'interministériel. Je regrette beaucoup que des administrations qui se tirent beaucoup dans les pattes, agriculture, santé, environnement, je regrette beaucoup qu'elles ne travaillent pas plus ensemble. Moi, je serais très partisan à ce qu'il y ait des missions interministérielles, en fait. Je pense que ça serait plus efficace. Et je voulais juste vous donner l'exemple des porcelets, parce qu'effectivement, vous pouvez considérer qu'on ne va pas assez vite. Je ne reviens pas sur ce que vous disiez, non, on ne s'en fout pas du bien-être animal. Je m'entends très bien avec Loïc Dombreval, qui préside le groupe d'études sur la condition animale, et d'ailleurs, j'en suis membre. Et donc, alors, ça ne va pas assez vite, c'est certainement... Pour vous, c'est pas assez pris à cœur, mais non, c'est pas la différence. Juste sur les porcelets, l'acte de l'anesthésie, c'est un acte vétérinaire. Si un agriculteur fait venir un vétérinaire à chaque fois qu'il doit castrer un porcelet, à 1 €, 1,50 € le kilo du porc, en fait, sa marge, elle est bouffée. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre une loi là-dessus. Enfin, en tout cas, pas le faire trop vite. Alors, on pourrait, je vais vous dire, sur le plan, vous parlez de courage politique. Madame, sur le plan, c'est à une aberration. Vous parliez de courage politique, mais je vais vous dire, électoralement, voter les interdictions, je vais vous dire... C'est super payant. Puis c'est facile. Hein. Nous, notre boulot, c'est de voter. Après, la loi, elle est appliquée, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas applicable. C'est plus notre problème. On a voté, nous. C'est-à-dire que c'est pas... Si on essaye de faire les choses de manière raisonnable, il faut tenir compte du temps que ça prend. Et là, en l'occurrence, cette histoire du broyage des poussins et de la castration des porcelets, il y a le ministre de l'Agriculture s'en empare. François de Rugy a créé un groupe de travail le 24 avril. D'autres pays européens l'ont fait, pourquoi pas nous ? Mais écoutez, j'en sais rien. Non, mais donnez-moi un exemple. Quelle était la situation économique ? Mais non, mais écoutez, je ne sais pas tout, madame. Dites-moi, quelle était la situation économique ? Monsieur Descrozaille, pourquoi est-ce que la région Aquitaine a réussi à faire passer ça sur le broyage des poussins, sur la castration des porcelets? Très humblement, je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'une région, à son échelle, a pu interdire que tout argent public aille vers ce type de ferme ou de lieu ou d'industrie qui pratique? Vous parlez du FEADER, vous parlez de quoi? Parce que tout l'argent public, là, de quoi est-ce que vous parlez? Je parle d'une région qui a le courage politique de dire... On ne va pas dire que c'est que à l'échelle européenne que ça se passe, ou on ne va pas dire que ce n'est que à l'échelle nationale que ça se passe. On va assumer chez nous de dire. Et concrètement, que si il s'est passé quoi? Concrètement, ils ont fait quoi? Quel argent public? L'interdiction de toute subvention à des abattoirs, à des installations, à des fermes qui pratiquent ce type de technique. Donc si eux peuvent le faire à l'échelle régionale... De quelle subvention? Parce que la région, elle peut pas... Mais non, mais soyez précise. L'interdiction de quelle subvention? Subvention régionale ou européenne? Parce qu'une région ne peut pas interdire l'octroi de subventions qui sont des subventions régionales. Mais bien sûr, mais sauf que là, il essaie juste de faire diversion comme il fait d'habitude, monsieur Descrozaille. Non, il vous pose des questions. Il pose des questions pour que vous soyez précise. Non, la région peut pas me l'interdire si vous voulez. Donc avec un procès d'intention constamment comme ça, c'est difficile de parler, Madame Rigol. Ce que je vous explique, c'est qu'en fait, quand on a tous les pouvoirs, comme vous avez, puisque vous avez le gouvernement, vous avez la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et bien en fait, vous avez les manettes pour voter immédiatement ce type de loi à l'échelle nationale. Voter, oui. Et pourtant, après l'application de la loi, donc, tout ça, ce n'est qu'une question de volonté politique. Ce n'est même pas une question de courage. C'est seulement une question de volonté. Et oui, il y a quelque chose d'électoraliste dedans. Oui, sauf que ce n'est pas pour
le bien-être de l'ensemble de la population, c'est pour garder un certain électorat, celui de l'agriculture super industrialisée, qui est celle qui nous envoie droit dans le mur. C'est un lobby, ça, qui fonctionne d'emplois. Oui, c'est un lobby qui fonctionne toujours. Alors qu'on Marche, c'est pas la loi Egalim en est le meilleur exemple. Et par ailleurs, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois, d'activités et de bien-être chez les agriculteurs si on investissait dans un autre système. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un décalage entre ce que pense une majorité de Français choqués quand ils voient ce non-bien-être animal, et puis vous, députés, qui dites mais attention, il faut faire attention, faut pas aller trop vite, faut que ce soit applicable, on ne peut pas tout mettre par terre, c'est comme ça depuis des années, etc. Vous ne sentez pas le décalage là qui est entre l'opinion qui a peut-être tort, mais ce décalage, c'est constamment et pratiquement sur tous les sujets. Si on prend la loi de ce qu'on a voté pour les cantines, 50% de produits de qualité, 20% de bio, je vais vous dire, moi je considère que c'était trop tôt la date qu'on a mise. Ouais. On va mettre des communes dans l'illégalité, on va importer du bio. C'est absolument certain, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a 12 millions de consommateurs en Ile-de-France, 540 000 hectares, c'est pratiquement que du blé. On exporte une c'est comme le glyphosate, où on dit qu'il faut le supprimer, mais on n'a pas la solution. On n'a pas les vergers. Il y a de la place en Ile-de-France pour 1000 hectares de pommes et 400 hectares de poires. On ne les a pas, on n'a même pas les actifs. Un verger, c'est un business plan à 30 ans. Et c'est très technique. On n'a pas la main-d'œuvre. Donc en fait, il va falloir investir. Donc il y a un décalage entre l'opinion une station et de légumes vous, racines, pommes de terre ou carottes de 25 000 tonnes. Je veux dire, on en consomme en restauration 52 000 tonnes en Ile-de-France. On en produit 2500. Il y a de la place pour 2 stations de 25 000 tonnes. C'est 4 millions d'euros d'investissement. Ça ne se fait pas comme ça. Donc en fait, on a voté quelque chose. Alors, on peut être très content. Je veux dire, la volonté. Encore une fois, le vote, la France, elle marche trop comme ça. C'est-à-dire que oui, les parlementaires, ils servent à voter. Et moi, je suis constamment en phase d'administration qui disent « Ah non, monsieur le député, vous avez fait le boulot, vous avez voté. » Quand on demande « Où est-ce que vous en êtes à l'administration ? Où est-ce que vous en êtes ça ? Est-ce que c'est fait ?» Quand moi, je regarde avec la préfecture, est-ce que vous avez convoqué les acteurs ? Est-ce qu'il y a des projets d'investissement ? Je ne suis pas dans mon job, en fait. Parce que moi, on attend « Non, mais vous avez voté, laissez-nous faire maintenant. » Même pour les décrets. Donc, ce n'est pas ma conception de l'exercice du mandat. Et arrêtez, s'il vous plaît, Madame Rigol, faites juste l'effort de faire l'hypothèse, d'imaginer que je suis sincère, que je ne travaille pas, que je n'ai pas de l'argent quelque part, que je veux faire profiter. Essayez d'imaginer que je m'efforce de penser pour l'intérêt général. On aura une conversation plus intéressante, je vous assure. Bon, écoutez-les quand même, les politiques, eux aussi, ils changent en général et ils le prennent en compte. Hein. Si nous nous intéressons à la condition des animaux, c'est parce que nous pensons que ce problème a un réel sens politique. Le rapport que l'homme entretient à l'animal en dit beaucoup sur le rapport que l'humanité entretient avec elle-même. La question de la souffrance animale et de la manière avec laquelle nous traitons les êtres sensibles quand nous sommes aveuglés par le productivisme. Défendre la cause animale, c'est servir le progrès humain. En tout cas, telle est ma conviction. Les animaux ne sont pas des choses. Bon, Brigitte Gauthier, quand vous voyez, vous entendez tout ça, vous dites j'en suis un peu pour quelque chose aussi. J'ai fait changer les choses. Avec L214, en tout cas, on s'efforce de contribuer effectivement à un changement de civilisation. On est hyper modeste, hein, un changement de civilisation, puisque effectivement, comme le rappelait Étienne Fourmont, l'association L214 est une association abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle... Vous-même, vous êtes végétarienne ou végétalienne ou... Effectivement, je consomme de façon végane, c'est-à-dire que j'essaye de créer le moins de souffrance possible autour de moi en consommant. Mais vous êtes pour l'abolition totale de l'élevage ? Alors, c'est effectivement arrêter de tuer les animaux, considérer avec bienveillance le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, il y a aussi les animaux dedans. Et du coup, les animaux, comme ils partagent avec nous la sensibilité, le désir de vivre, leur vie, elle peut se passer bien ou mal. Aujourd'hui, nous, en tant que civilisation... Vous êtes antispéciste aussi, alors ? Nous faisons le malheur des animaux. Oui, voilà, parce qu'on considère que cette partition où les intérêts des humains comptent systématiquement et de façon écrasante au-dessus de celle des autres animaux, on ne prend pas en considération. L'homme étant un animal. Notre désir de manger un steak passe avant la souffrance et la vie d'un animal. Bon, allez, et après, sur la politique, moi je vais revenir sur ce que vous avez dit. Parce qu'on aura tout le temps après. On aura tout le temps après, mais quand même, sur la question des poules pondeuses, quand on a vu le projet de loi alimentation, avec les propositions qui étaient faites, avec une interdiction des cages à l'horizon 2025 ou à l'horizon 2028,
Ça a été repoussé par l'ensemble des députés. Aujourd'hui, on a obtenu finalement l'engagement de l'entreprise Avril, qui est le numéro 1 du secteur, qui fait 25% des œufs aujourd'hui en France, qui a dit il y a 15 jours, c'est pas possible, je peux pas m'engager, et qui s'engage aujourd'hui. Et on a comme ça 150 entreprises qui se sont engagées. Donc vous avez gagné un début de combat. Ce qu'on n'a pas en politique, on va le retrouver auprès d'entreprises privées qui, elles, vont avancer puisqu'elles sont en prise directe avec les consommateurs. Et pour revenir sur le vote, quand ils ont voté cet amendement qui ne sert à rien puisqu'il interdit les nouvelles installations alors qu'il n'y en avait plus depuis très longtemps, le ministre a quand même publié sur Twitter, avec le CNPO, c'est-à-dire le syndicat des œufs, nous avons voté cet amendement. C'est-à-dire que qui pilote à l'Assemblée nationale, c'est les syndicats agricoles, CQFD. Bon, allez, on y revient dans un instant sur ce bien-être animal et puis sur l'existence justement de ces antispécistes avec déjà des saccages, par exemple, de boucheries. On en est là en 2019. À tout de suite. Samedi soir, dernière partie, on parle du bien-être animal de l'association L214 et de ses vidéos au choc, les dernières en date étant celles de ces vaches hublots qui ont choqué évidemment la France. Et puis, autour de vous, il y a un certain nombre de stars qui prennent aussi fait et cause pour le bien-être animal. Écoutez. Vous serez amené à vous prononcer pour ou contre l'interdiction de l'élevage des poules en cage. Nous comptons sur vous pour mettre fin à ce supplice vécu chaque année par 33 millions de poules pondeuses. Comment peut-on encore faire subir à des animaux une pareille torture sans qu'il y ait des réactions de la part d'un gouvernement? Et peut-être que s'il y avait des caméras dans les abattoirs, ou même s'il y avait des fenêtres dans les abattoirs, le monde deviendrait certainement végétarien. Frédéric Descrozaille, ça vous pose pas de problème là quand on voit les stars mobilisées? Alors Brigitte Bardot, ça fait longtemps, mais Rémi Gaillard, Sophie Marceau, etc. Là encore, est-ce que vous dites quoi? C'est un peu, allez, on va lâcher le mot de la démagogie, ou bien il faut repenser toute notre agriculture? Il faille repenser l'agriculture, la relocaliser, et notre élevage, la désindustrialiser, refaire de la polyculture élevage. J'insiste sur le mot élevage avec polyculture. Les systèmes agricoles les plus sains dont j'ai pris connaissance, c'était grosso modo ceux du Moyen-Âge. Vous avez de tout. Un peu de viticulture, un petit peu d'arbo, avec les bêtes qui vont entre les arbres pour justement faire office pratiquement de désherbant. Et bon, donc qu'il faille refaire ça avec, en répondant en fait à la Mais on peut le faire avec 67 millions de Français à nourrir et 7 milliards d'individus dans le monde avant 9 milliards en 2050. Les recherches d'aujourd'hui, notamment les études de l'IDRI, prouvent que oui. En fait, la politique agricole commune mise en place avec le traité de Rome a permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire animale dans les années 70 en France, et l'autosuffisance en blé en 1980. Et Rouen était le premier port exportateur de blé en 1981. L'agriculture est devenue un sujet qui a été mis à l'ordre du jour du GATT, qui est devenu l'OMC en 1994. Et ce qu'on a signé comme accord international en 1994, c'est qu'il fallait arrêter de subventionner les agricultures. C'est-à-dire toutes les formes de soutien à l'agriculture avaient vocation à diminuer jusqu'à disparaître. Ces accords ne sont appliqués par personne. Il n'y a pas d'agriculture vivante dans le monde qui ne soit pas soutenue. Parce que c'est l'enjeu alimentaire, pour un tas de raisons. C'est aussi parce que c'est la main-d'œuvre la moins chère du monde, c'est-à-dire que le travail non qualifié le moins payé du monde, c'est le travail paysan, c'est entre 1 et 3 dollars par jour. Donc la question alimentaire mondiale, elle relève vraiment des accords internationaux. En fait, mais en France, ce qu'on peut faire, c'est effectivement relocaliser ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a profité pendant des décennies d'un système qui a procédé par économie d'échelle. Et j'insiste sur le fait qu'on en a profité. C'est-à-dire ça a été le développement immense. Les premiers qui ont profité de cet effet-là, du productivisme agricole. Au sortir de la guerre, il fallait produire plus avec moins d'actifs sur pas plus de terre. Bon. Cette équation-là a été résolue. Non mais d'accord, mais c'est important de le savoir. Les premiers qui en ont profité, c'est les consommateurs. Tout de suite après, c'est la grande distribution. Tout de suite après, c'est l'agro-industrie. Et tout de suite après, c'est les fournisseurs, c'est-à-dire l'agro-fourniture. En dernier, en fait, les paysans ont profité de ce système. Le revenu agricole a augmenté beaucoup moins vite que tous les secteurs que j'ai évoqués et que les consommateurs, parce qu'on est 70 millions et en fait, on paye pas cher une alimentation saine. Contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas en danger. Bon. Donc, tout ça, c'est à transformer, bien sûr. Donc, on peut le repenser. Maintenant, la cause animale, là où là, mais on n'est pas d'accord et on en discute, c'est-à-dire que je considère que de la même manière qu'il y a une prise de conscience dans notre rapport au sol, à l'eau, à la planète,
qu'il faille réfléchir au niveau de cruauté avec lequel on traite les animaux et faire évoluer les choses, tout à fait. Maintenant, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout antispéciste. Je considère, là pour le coup, mais sur un plan quasiment philosophique, pour moi, ça n'a pas de sens. Et juste un mot là-dessus, c'est-à-dire s'agissant de cruauté et de violence, ce qui caractérise un animal, c'est l'hétérotrophie, c'est-à-dire qu'un animal, c'est un être vivant qui ne peut pas se nourrir tout seul, et qui ne peut pas se nourrir avec les minéraux qu'on trouve dans le sol et dans l'air. Les plantes le peuvent, elles sont autotrophes, les animaux sont hétérotrophes. C'est-à-dire que tuer, c'est une condition de l'animalité. En fait. Mais oui, parce qu'un animal, il tue des êtres vivants, il tue des végétaux. Un animal, il faut qu'il accède à de la matière organique. Ah ben si, je suis désolé. Un animal doit accéder à de la matière organique constituée. Je voudrais quand même vous poser une question. Effectivement, herbivore ou carnivore, il accède à de la matière organique vivante. Que répondez-vous à tous les experts qui vous disent qu'il faut réduire la consommation de viande, que l'élevage est en train d'affamer la planète, que la moitié des céréales servent à nourrir les animaux alors qu'on pourrait nourrir les humains en direct, que 70% des terres sont accaparées par l'élevage, qu'il faut réduire impérativement la consommation. Vous êtes végétarienne, antispéciste, je suis végane, mais le parti animaliste n'est pas un parti de véganes, puisque c'est un comportement individuel. Et nous, en fait, on pense que c'est un problème sociétal que l'on doit effectivement résoudre. Mais ça, c'est une parenthèse. Je peux vous dire un mot là-dessus. Je voulais simplement... Comment vous pensez réduire la pollution, les gaz à effet de serre, si vous ne vous attaquez pas à l'une des causes principales? Alors, si on parle encore une fois de la France, qu'il faille manger mieux. Alors, sur le plan du monde, je vous répète, il y a 1 milliard, à peu près 400 millions actifs agricoles dans le monde, 1 milliard en culture manuelle. Je vais juste vous donner un exemple. Sur l'équivalent du territoire national français, en l'an 1000, il y avait 10 millions d'habitants, avec une suite de disette et de famine. C'est-à-dire qu'on était en état de surpopulation sur l'équivalent du territoire. À la peste noire en 1348, donc presque 4 siècles après, il y avait 25 millions d'habitants. On est passé du système biennal au système triennal. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé... Attendez, écoutez, vous prenez le temps qu'on fasse les émissions, allons-y. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur ces 3 siècles, c'est les 3 siècles auxquels il y a eu développement des cathédrales, de corps de métier, c'est-à-dire... L'avenir de notre planète. Non, mais les agriculteurs qui sont en culture manuelle, avec beaucoup d'agriculture brûlée, non, mais c'est-à-dire que si vous voulez qu'on rentre dans le détail, on en est là. Le fait de nourrir le monde, ça va être en permettant aux paysanneries les plus pauvres de produire plus. Donc on ne doit pas réduire la consommation de protéines carnées. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est précisément dans beaucoup d'endroits avec des animaux de trait qu'ils y parviendront. C'est-à-dire que la réduction de la consommation de viande dans les sociétés rassasiées, et en particulier chez nous, une consommation qui soit autrement mieux, payée un petit peu plus, et qu'on n'a pas besoin de 2500 calories par jour avec des modes de vie sédentaires. Très bien, mais si on parle de l'échelle de la planète, les animaux, bien sûr qu'on en a besoin. Et sur les céréales, les animaux, les herbivores consomment tout un tas de produits végétaux qu'on ne peut pas digérer. Donc là-dessus, il se dit et il se répand beaucoup de sottises. En particulier, les 15 000 litres d'eau, on compte l'eau de pluie pour savoir combien il en faut pour 1 kilo de viande. D'abord, est-ce qu'on peut, en France, faire sortir tous les animaux des cages, les mettre dans les champs, dans les prés, etc. Ou bien, pour nourrir 67 millions de Français, c'est pas possible, et il faut une agriculture et un élevage plus productiviste. Non, il n'y a pas besoin d'une agriculture plus On a la place suffisante. Plus productiviste. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est très intéressant de repartir au Moyen-Âge, parce qu'en fait, c'est tout l'opposé. On va essayer de se concentrer sur, mais justement, je vous dis, sur le 21e siècle aussi. Exactement, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens, parce qu'on a fait des progrès, parce qu'il y a la science, de tirer le meilleur parti de l'expérience, c'est-à-dire de ce qu'on a accumulé dans le temps, et à la fois de la science. Et c'est ça aujourd'hui qui permet l'agroforesterie, qui permet les nouvelles formes d'agriculture bio, qui produisent tout à fait correctement. On ne pourrait faire que du bio ? Autant, voire plus que d'autres, oui, notamment avec la permaculture, qui sont des techniques très techniques pour le coup, et qui permettent d'avancer bien mieux. Sauf que, c'est quoi le souci avec ces techniques-là ? Pourquoi est-ce qu'on ne les développe pas plus ? Parce que, vous voyez, il n'y a pas besoin d'engrais. Donc en fait, les multinationales de la chimie, elles y perdent beaucoup. Or, qui sont les lobbyistes qui sont tout le temps au chevet des États ou de l'Europe ou des dirigeants de ce monde, qu'ils soient économiques ou politiques? Eh bien, ce sont ceux-là même. Ce sont ceux-là même qui ne veulent pas qu'on sorte de ce système et qui mettent tous les moyens dedans. C'était le cas dans les années 60-70, quand les premiers écologistes se sont opposés à ce système. C'est encore le cas aujourd'hui. Et vous voyez, on n'arrive pas à avancer. Même si l'opinion, elle...
Et change. c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les people en fait qui s'intéressent à la cause animale ou au climat. En fait, il y a toute une génération qui s'est levée et qui va se lever encore. Moi, j'entends énormément de témoignages sur des enfants de 10 ans, 12 ans, qui expliquent à leurs parents, en fait, ton comportement, papa, ton comportement, maman, il est en train de faire que moi, je n'aurai pas d'avenir. Ce sont des enfants aujourd'hui qui sont plus matures que leurs dirigeants et qui font évoluer cette planète. Étienne Fourmont. Alors, vous qui êtes encore une fois éleveur, 75 bêtes, mais qui sont en étable. Oui, exactement, qui sont en étable toute l'année. Déjà préciser qu'en France, en 5 ans, on a ce qu'on appelle le plan éco-antibio et qu'on a réduit en France de 31% l'utilisation des antibiotiques en élevage. Donc je pense que déjà c'est important de le souligner parce que c'est quand même une très bonne chose. Ensuite, en 20 ans, l'élevage a réduit de 11% ses gaz à émission ces gaz d'effet de serre. Donc voilà, donc l'élevage a beaucoup diminué la pollution aussi. Il y a une prise de conscience de tout ça. Donc l'élevage a compris qu'il fallait qu'il évolue et qu'il change son fonctionnement. Le problème, c'est que l'élevage, l'agriculture, ça travaille avec le vivant et que c'est des temps très longs. On ne va pas changer toutes les choses d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je travaille avec des animaux, voilà, c'est des vaches qui vont rester 6 ans. C'est des investissements qui peuvent aller de 5 à 15 ans. Donc le changement, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'on ne le fera pas en un claquement de doigts. Donc il faut prendre le temps de comprendre aussi comment marche l'agriculture. Il faut que vous soyez accompagné financièrement dans ce changement aussi. Ce qui est encore une fois formidable. À changer, à passer des vaches, par exemple, aux céréales ou à passer à l'agriculture végétale. Alors mes vaches mangent des fourrages. Non, mais je veux dire, vous seriez prêt parce qu'on connaît des éleveurs. Non, mais déjà avant d'en arriver là, de faire sortir vos vaches dans les prés. Oui, déjà aussi. Alors mes vaches, elles vont sortir dans les prés. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ouais. Si vous voulez parce que ça vous ferait peut-être faire des économies d'ailleurs, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, parce que moi, je produis toute l'alimentation de mes vaches chez moi. Mes vaches mangent 100% français, 100% de ma ferme. Voilà. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et toutes les vaches en France mangent très majoritairement français. Hein. Tous les éleveurs produisent pour les vaches, produisent leur fourrage. Donc à 98% des élevages laitiers, les tourteaux de soja, toutes ces choses-là, ça n'existe plus? J'en ai pas. Moi, j'en ai pas chez moi. Ça existe encore. C'est en diminution. Voilà. On utilise de moins en moins puisqu'on passe de plus en plus maintenant sur du colza, voilà, et du colza français. Donc c'est en diminution. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire sortir les vaches de l'étable? C'est ça qui m'interroge. C'est l'élevage, tout simplement. C'est-à-dire que, si vous voulez, ma ferme n'a pas de clôture autour des pâtures. Elle n'a pas de pâture, j'ai des pâtures. Mais je fais pour et le ça, foin. on peut pas en mettre des clôtures? Et si on peut en mettre des clôtures, mais c'est pas gratuit de faire ça. Je veux dire que moi, c'est un investissement pour moi de semer de l'herbe, et de mettre des clôtures. Et ce ne sera pas les mêmes aides européennes. Et donc, qui sont c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire, honnêtement. En fait, le système politique fait tout pour maintenir les agriculteurs dans un système qui ne leur permet pas d'évoluer. On répond à une demande sociétale. Mais vos vaches, elles seraient plus heureuses dans un champ que dans une étable, non? Mes vaches sont alors, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, je montre toutes mes vaches, elles sont sur de la paille, elles sont sur des matelas. Elles vont manger quand elles veulent, elles vont à la traite quand elles veulent. On les voit, hein, vos vidéos YouTube. J'ai des ventilos, elles ont de l'eau à volonté. Enfin, je leur mets le confort maximum à mes vaches dans mon étable. J'ai même vu les vidéos des cornages des petits veaux, oui. Exactement. Magnifique, à 700. Oui, quand on a des petits veaux, on les ébourgeonne, en fait. Voilà. Pourquoi? Alors, parti animaliste, on veut arrêter ces pratiques, on veut interdire les cornages. Pour éviter que les animaux se blessent entre eux. Bah oui. Ils vivent les uns sur les autres. Ils nous blessent, nous, puisqu'on passe nos journées avec les vaches. Et donc, c'est un animal qui fait plusieurs centaines de kilos. Donc, il faut être toujours prudent avec des animaux comme ça. Mais voilà, il faut en prendre très soin. Donc, on essaye de débourgeonner. Alors, l'ébourgeonnage, j'ai une vidéo. Ça s'appelle ébourgeonner. Voilà, c'est ça, ouais. On cautérise la peau. À 700 degrés, il faut savoir quand même que ça... Donc, j'anesthésie mes veaux. Bien sûr, j'anesthésie au niveau du bourgeon. Et j'ébourgeonne. Le veau, alors vous voyez la vidéo, le veau ne bouge pas parce qu'il n'y a aucune douleur pour le veau. Après, je mets un anesthésiant pour les jours qui viennent. Bon. Donc, et vous, ça vous révolte au parti animaliste? Au parti animaliste, en fait, dans un premier temps, puisqu'on procède par étapes, on demande aussi ce qu'on appelle l'abolition des pires pratiques. Donc tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des porcelets. Parce qu'ils ne travaillent pas en élevage. Parce qu'on connaît la réalité. Il n'y a pas besoin de travailler en élevage pour connaître la réalité de la souffrance animale. Et on connaît beaucoup de personnes qui travaillaient dans les élevages. Et justement, souvent, ça vient de ces personnes-là qui viennent ensuite témoigner. L214 travaille souvent justement avec des gens qui sont au cœur, qui travaillaient dans les abattoirs, qui travaillaient dans les élevages. Admettez que les éleveurs, ils ne veulent pas que leurs animaux souffrent. Non, ils ne veulent pas. Mais je ne vais pas bosser le matin en me disant mais c'est bon, je vais pas souffrir. Mais on n'a pas dit qu'ils voulaient. Mais ce système-là...
Mais de toute façon, ils sont dans le déni. Mais ce système-là, il les pousse à faire ça. Ils n'ont pas trop de choix. D'ailleurs, de toute façon, les éleveurs... Le système, c'est l'élevage intensif. C'est l'élevage intensif. Non, il n'y a pas que l'élevage. Non, mais il y a aussi la rentabilité. Il faut quand même regarder la réalité en face. Écorner les veaux. Je veux dire que, parce que, je suis désolée, mais une vache, ça a des cornes. Et vous savez qu'il y a des enfants qui ne savent même pas que les vaches ont des cornes. Vous voyez ? Donc l'écornage est une mutilation, est une pratique cruelle. Effectivement, on dit qu'on anesthésie, mais d'ailleurs, vous voyez sur les vidéos ce petit veau qui est séparé de sa mère, qui tente de lécher. Enfin, vous voyez, il y a effectivement, j'allais dire, c'est presque schizophrène. L'éleveur, il a presque un comportement schizophrène, oui. C'est-à-dire parce qu'il les aime, ces animaux. Mais d'un autre côté, il est obligé de faire des pratiques comme ça, qui sont des pratiques qui sont tout contre... Je suis désolée, mais ces pratiques-là, si elles étaient commises sur des animaux domestiques, ça serait considéré comme des actes de cruauté. Exact. Alors là, on va être d'accord là-dessus, c'est qu'on ne va pas mettre sur le même plan les animaux domestiques, mais ils ont les animaux Et la différence entre un petit veau et un chiot. Sur le plan de la douleur, il n'y en a pas. Pardon, j'ai pas entendu. La différence entre un petit veau et un chiot, par exemple. Le petit veau, le petit veau, il va nous servir à nous nourrir. Ouais. Voilà. Donc à faire de l'élevage. On peut commettre donc des actes de cruauté sur lui. Non, on ne peut pas commettre des actes de cruauté. On fait de l'élevage, et dans l'élevage, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ah ben oui, non mais... C'est des techniques très compliquées, c'est de la recherche. Voilà, on va revenir aux vaches hublot, c'est de la recherche, et c'est des choses... C'est beaucoup de souffrance. Et on travaille avec l'environnement. Beaucoup de souffrance pour les animaux. On travaille avec l'environnement, et on fait très attention à ce qu'on fait. Alors déjà, c'est très encadré aussi, puisqu'on a des contrôles vétérinaires, on a aussi des contrôles fiscaux. C'est extrêmement contrôles compliqué. vétérinaires, regardez dans les abattoirs. Honnêtement, on ne travaille pas en se disant le matin, super, je vais faire souffrir des animaux. Voilà, non, surtout pas. Ça, on le pense bien. Allez-y. Moi, je suis là-dessus. C'est pas effectivement, on prête pas des intentions malignes aux éleveurs. Tout à l'heure, vous aviez. Non, mais il faut être un sadique si on a ces intentions-là. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on bon. on nous dit pollueur, assassin, on aime nos vaches, etc. Il y a personne qui remet en question la bonne volonté qu'il peut y avoir. Simplement, on est dans un système qui fait qu'effectivement, on considère aujourd'hui que les animaux dits d'élevage, c'est des protéines, des sources de protéines, des sources de nourriture, et du coup, on va nier leurs propres intérêts. C'est-à-dire que ce sont des choses, des machines. Des machines. Et ce sont Alors, il y a quand même une dimension où on sait que ce sont des êtres doués de sensibilité, donc on ne va pas les frapper ou faire. Mais il y a tout un tas de pratiques qui, aujourd'hui, on le sait, c'est même identifié par l'INRA dans son livre, de sa restitution d'expertise collective. Douleurs animales. On reconnaît même la conscience des animaux. L'ANSES a publié un avis en 2018 en disant que le bien-être animal, c'était des bonnes conditions physiques, bien sûr, mais aussi mentales. Et donc, puis attendez, la loi a changé. Février 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité. Avant, je crois que c'était des meubles. Non, alors ils sont toujours considérés sur le régime des meubles et ils sont reconnus comme êtres sensibles à partir de 1976, la loi L214-1 du Code rural, de laquelle notre association tire son nom. Et en fait, même dans un élevage laitier, même dans des élevages les plus extensifs, on va séparer les mères des petits, on va pratiquer un certain nombre de mutilations justement pour les faire cohabiter dans un espace qui est finalement restreint. Les poules pondeuses, même en bio, elles peuvent avoir le bec pointé. On va pratiquer effectivement la castration et très souvent la castration à vif, puisque sinon c'est un acte qui demande la présence d'un vétérinaire. Donc on a tout un tas de pratiques qui sont révoltantes aux yeux de l'opinion publique, qui effectivement ne sont pas en dissonance cognitive, c'est-à-dire qui peuvent regarder avec simplement le bon sens un certain nombre de pratiques et se dire, ben non. Alors là où il nous reste une mise en cohérence, c'est qu'on ne veut pas faire maltraiter et tuer sans nécessité des êtres doués de sensibilité, finalement. Et puis, de l'autre côté, on va continuer à manger de la viande, donc faire tuer des animaux, etc., etc. Donc on a une incohérence dans notre société. C'est pas juste. Non, mais on peut aimer les animaux et manger de la viande aussi. Hein. C'est pas on peut, incompatible. Sauf qu'on crée leur malheur. Vous êtes non, mais on crée leur végétarienne, malheur. mais... Oui, mais il faut bien reconnaître, il faut bien regarder en face. Pourquoi les images d'abattoirs, elles ont tellement choqué ? Parce qu'on ne voit pas les conditions de mise à mort des animaux. On sait qu'il faut les tuer, mais une fois qu'on réalise ce que ça implique pour les animaux, là, du coup, on est un petit peu moins d'accord. Et ça vient cogner le paradoxe de la viande, justement, qui est, non, on ne veut pas leur faire de mal. Attendez, votre objectif, c'est d'améliorer le bien-être animal ou de faire que des véganes et des végétariens et d'arrêter la viande ? Il y a les deux, mon capitaine, parce que comme vous le rappeliez, on est malheureusement du jour au lendemain, on ne peut pas changer un système
très rapidement. Donc effectivement, on va travailler à faire reculer la cruauté. C'est ce qu'on fait, par exemple, concernant l'élevage des poules pondeuses, les poulets, où on essaye que les pratiques les pires l'objectif disparaissent. final, c'est d'arrêter la viande. L'objectif final, c'est d'avoir une société qui arrête de provoquer le malheur des animaux, qui arrête de les tuer. Et effectivement, du coup, ça implique d'arrêter de les consommer. D'accord avec ça, à Europe Écologie Les Verts. Ce qui est intéressant... On parle de l'alimentation. Attendez. Non, mais oui ou non, ça va jusque-là ou pas? Non, parce qu'ils sont dressés, il y a des élevages, ils sont dressés. Donc on arrête aussi. On va dire les animaux d'élevage, il faut arrêter, mais les animaux de compagnie, on peut continuer. Non, je crois pas. Il n'y a pas la même... Alors, oui, c'est ce que je comprends aussi. Enfin, les animaux de compagnie, en règle générale, on les mutile pas et on les mange pas. Et en fait, ils sont souvent considérés comme... On les abandonne pas, les animaux de compagnie. Ah mais si, non mais attendez. Non mais ça c'est un autre problème. Il y a des élevages d'animaux de compagnie. L'abandon est un délit. Alors attendez, j'aimerais qu'on continue le raisonnement. Chez Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous êtes d'accord pour ce raisonnement qu'en fait le but final c'est d'arrêter la viande? En tout cas, il faut la limiter au maximum. Oui, évidemment, parce que c'est une question de production, c'est une question de protection du climat et c'est une question d'avenir. C'est même une question de santé. Vous-même, vous mangez de la viande, porte-parole? Oui, moi j'en mange un peu. D'accord. Mais alors, et c'est justement le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que vous avez dit plusieurs fois, et à raison, vous ne connaissez pas l'élevage, vous ne connaissez pas ce que c'est notre métier. Et en fait, on est dans une société qui est tellement coupée de ce que sont les réalités paysannes qu'effectivement, le public découvre des choses qui sont en fait en place depuis fort longtemps. Et en fait, ça, c'est un souci. On dit souvent qu'il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'une poule ou qu'une vache. Tout à fait. Et ça, c'est un problème, encore une fois, sociétal, qui est que quand on mange de la viande, il faut le faire en conscience de ce que ça représente. Et donc en manger mais il faut se culpabiliser à chaque fois qu'on mange un steak? C'est pas du tout de la culpabilité. C'est-à-dire qu'entre l'univers aseptisé des villes, où on ne connaît pas du tout ce que c'est la mise à mort d'un animal, l'élevage d'un animal. À la campagne, les animaux sont dans des bâtiments, ils ne sortent pas. Oui, alors ça dépend quelle campagne. Ça dépend quelle campagne. Ça dépend. Parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Madame Rigaud. Alors ça, c'est exceptionnel. Il faut noter ce moment. D'accord, c'est exceptionnel. Et donc, c'est meilleure intéressant. connaissance de ce qui se passe dans les élevages, que les enfants découvrent, ce que notamment dans l'éducation nationale. D'accord. Mais bien sûr. Et donc la transparence. Les marchés de la produits transparence. frais, Je vais juste essayer de terminer sur ce que ça veut dire en traduction politique. Ça veut dire qu'il faut informer les consommateurs. Ça veut dire qu'il faut étiqueter pour savoir d'où ça vient, comment ça a été élevé. On croyait que c'était fait, ça. Eh bien, en fait, c'est tellement sibylle. Oui, la traçabilité. Vous savez ce que ça veut dire, le AB0512 qu'il y a sur vos œufs? Non, en fait, c'est impossible à traduire. Il faut des choses qui soient simples, comme on a besoin d'étiqueter correctement les produits trop sucrés, trop salés, trop gras, trop ce que vous voulez. On va le faire apparemment, mais c'est compliqué. En fait, mais c'est toujours pareil. Il y a des lobbies intenses qui empêchent de le faire. Or, prendre conscience de tout ça, ça ne veut pas dire se culpabiliser sur la viande. Ça veut dire assumer ce que vous faites sur vous, sur la planète, sur le reste. Et effectivement, ce sont des comportements individuels. Mais si on ne met pas tout le monde au même niveau d'information, alors des associations comme L214 ou d'autres associations sont obligées de faire ce devoir d'éducation civique qui est d'expliquer comment est-ce qu'on tue des animaux aujourd'hui en France. Mais pourquoi est-ce que c'est immoral dans L214 ou pas? Vous allez me dire non. En fait, il présente des faits. Ce qui est provocateur, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on n'est plus capable de concevoir parce que là, on est aussi dans la pure de la viande, c'est le petit veau que vous avez montré, et c'est aussi le morceau de viande qu'il y a. Mais on est aussi dans une politique de com. Quand on montre une vache hublot en train de se faire trifouiller l'estomac, évidemment, ça choque 99,9% des gens qui regardent. Est-ce que vous ne faudrait pas les montrer? Non, je vous dis simplement, vous faites usage de métiers de communication et de vidéos pour choquer, évidemment. Montrer la réalité. Et après, aller plus loin. Alors, on fait un travail d'information, on fait un travail de pédagogie, c'est-à-dire que à la fois, effectivement, les vidéos peuvent être choquantes et provoquent de l'émotion, mais cette émotion, après, on la relie justement à quelque chose de très rationnel. Effectivement, voir des animaux souffrir ou voir des animaux être utilisés d'une façon qui nous choque, évidemment, ça va provoquer une réflexion. Dans certains cas, à notre réflexion. Dans certains cas, ça va aussi très loin. Regardez ce qui s'est passé le mois dernier avec ces boucheries attaquées par des antispécistes avec Jérôme Garot.
Au sol et partout sur le stand de cette boucherie, du faux sang lancé par des militants antispécistes. Ces images sont tournées par l'un d'entre eux. Nous sommes à l'intérieur du marché couvert Saint-Quentin, à Paris. Les commerçants se regroupent et ferment les grilles de l'entrée. Dehors, ce slogan, scandé par des activistes. Choqué, le boucher visé a fermé son étal tout le week-end. J'avais la tête baissée, je travaillais et j'ai senti un liquide me toucher. Et quand j'ai porté la main à la tête et j'ai regardé, c'était rouge. Et là, j'ai levé la tête, il y avait entre 15 et 20 personnes face à moi et qui déversaient du liquide rouge dans la vitrine. Il y en a un qui m'a bousculé, qui m'a porté des coups, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une côte fêlée. Cet homme s'est vu prescrire 7 jours d'incapacité de travail. L'action a été menée par une association de défense des droits des animaux. Cette militante, présente au moment des faits, réfute toute violence. Nos actions sont pacifistes. On est obligé de ne pas riposter, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse. Donc on est sortis, ils sont sortis, tout bonnement, comme d'habitude. C'est un nouveau tournant, je dirais, dans la gravité, parce que là, ils se sont attaqués aux personnes, et avec une dégradation du magasin. Et je crois que là, aujourd'hui, on a un peu passé les bornes. Depuis plusieurs mois, les actes de vandalisme se multiplient sur les boucheries en France, avec cette signature, Stop Spécisme. Catherine Elayel, vous qui êtes représentante du Parti animaliste, qui, on le répète, a fait plus de 2% aux européennes, qui êtes vous-même végane personnellement, là on va trop loin ou pas ? C'est pas une question d'aller trop loin. Si. Non, mais nous, au Parti animaliste, on est un parti politique, et bien évidemment, mais même en tant que... ces images-là que vous voyez, on va trop loin ou pas ? On condamne toutes les violences, qu'elles soient exercées à l'encontre des êtres humains, ou même à la limite des objets, comme effectivement verser du faux sang. Il faut ensuite, après, faire la nuance entre donc vous les vitrines... condamnez les images qu'on a vues là, façon, les attaques de boucherie. Mais ce sont j'ai beau dire, même si ça se répète, ce sont quand même, et ça reste quand même des épiphénomènes, ce sont quelques personnes, quelques véganes, enfin quelques antispécistes, qui cassent des vitrines, mais ça n'a rien à voir avec tout le reste du mouvement. Et à chaque fois, nous rappelons que l'on condamne toutes ces formes de violence. Et là, ils n'aident pas votre mouvement, ceux-là ? J'ai envie... On pense que effectivement ça n'aide pas le mouvement, mais là il n'y a pas eu de vitrine cassée, là c'était du sang versé, si j'ai bien compris. On voit quand même des vitrines avec des impacts. Alors ça, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas juge. Je condamne les violences, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, voilà, apparemment, il y a eu un effet de mouvement. Et habituellement, ce ne sont pas effectivement des associations qui cassent des vitrines, ce sont des associations qui utilisent ce qu'on appelle des happenings, des images chocs, comme le sang, comme par exemple avoir des animaux morts dans les mains. Ça me choque moins que par contre les violences physiques ou les violences... L214, vous condamnez aussi ce qu'on a vu là ou pas ? Oui, pour nous, c'est pas... On n'est absolument pas d'accord avec ça. Après, comme le disait Catherine, il faut rappeler que c'est un épiphénomène. Si on fait comme ça un espèce de paquet avec les antispécistes, pourquoi on ne fait pas le même paquet avec les éleveurs que ceux qui ont mis le feu à la MSA de Morlaix et qui ont empêché les pompiers de passer après ? Enfin, ça ne sert à rien, ce truc de généralisation derrière. Enfin, c'est vraiment un épiphénomène. Et effectivement, des actions, il y en a plus de 500 par an aujourd'hui. Menées par différentes organisations et qui sont pacifistes. Un épiphénomène, pardon, mais pourquoi épiphénomène ? Parce que c'est un tout petit nombre, c'est ça ? C'est un tout petit nombre et c'est un très petit nombre d'actions aussi. D'accord. Donc 30 vaches sur 60 000 élevages, c'est pas un épiphénomène, mais ça... Ah ben nous, on n'a pas dit que c'était pas un épiphénomène. Nous, on a dit simplement que les expériences... On a démarré l'émission sur les vaches. Mais je vais revenir sur ce que vous dites. Laissez-moi vous répondre. Oui. Effectivement, dans l'élevage privé du groupe Sanders, il y a 6 vaches à hublot. Sauf que l'alimentation qui est développée dans ce centre, ensuite, c'est répercuté sur l'ensemble des élevages. Et donc, ce sont les 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours qui subissent les conséquences des expérimentations qui sont menées dans ce centre. On démarrait l'émission sur l'image choc de 6 vaches, 30 francs entières.
qui sont fistulées. On a dit que c'était... C'est 30 vaches sur, je ne sais pas combien il y en a en France, hein, des vaches sur 60 000 élevages. 60 000 élevages, 60 donc, de moyenne. On peut, mais je reprends ce que vous disiez, c'est-à-dire que si c'est vraiment un rapport de nombre, bah, c'est un épiphénomène de prendre 30 vaches. L'un n'est pas réduit de l'autre. Moi, j'aimerais qu'on continue. Non, mais c'est choquant ou pas, quoi. Attendez, jusqu'à aujourd'hui, les vitrines... épiphénomène. Je vous ai expliqué les conséquences. Les vitrines ne sont pas des êtres vivants sensibles. Hein. Les vaches, oui. Et les conséquences de cette action, oui, non, mais, elles sont... Si vous voulez faire... Non, mais voilà, si vous voulez vraiment faire être de mauvaise foi, je peux l'être aussi. Allez, Sandra rigole. Juste, je crois que c'est juste de... Non, mais là, on était sur les antispécistes. Non, mais moi, je considère que justement... Je pense que cette action, ce petit débat sur qu'est-ce qui dépasse la limite de la violence ou pas, est-ce que ces actions symboliques est-ce que ça vous choque ou pas? Est-ce que c'est choquant? Moi, je prône la non-violence, donc forcément, tout ce qui incarne la violence, ça me choque. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, ça va encore plus loin. Il y a des attentats de fronts animalistes. Mais ce qui m'intéresse là, ce qui me gêne dans cette action, c'est que je pense que ces militants sincères se trompent de cible. Tout à fait. Que ce ne sont pas des artisans qui sont responsables d'une dérive du système. Ils sont la représentation, ils en sont peut-être le symbole. Donc il faut qu'ils s'attaquent à la FNSEA. Par exemple, ou à des grosses firmes, ou à de géantes fermes-usines. Et peu importe, en tout cas, je pense que c'est se tromper de cible. Et que quand on se trompe de cible, on provoque ce genre de discussion. C'est-à-dire que c'est facile de dire « oui, mais non, mais en fait, c'est trop violent, puis ça ne correspond pas, puis est-ce que vous êtes sûr que vous, qui êtes très proche d'eux, vous les soutenez ?» Eh bien non. Tout le monde se désolidarise parce qu'effectivement, ça s'est trompé de cible. Et alors, quand on désolidarise... C'est pas exactement vrai. Pas d'action, mais de cible. Alors. Si vous prenez par exemple la ferme où il y a les 6 vaches, la ferme de Sourches en Sarthe, malheureusement... Les vaches hublots. Alors les vaches hublots, malheureusement, la standardiste, parce qu'il y a une standardiste à cette ferme-là, ils sont harcelés de coups de fil insultants, menaçants, menaces de mort, tout ce que vous voulez, par rapport à ces actions-là. Et derrière ça, vous avez le 214 qui envoie après des messages sur les réseaux sociaux pour dire merci et bravo à toi si tu as distribué des tracts, envoyé des mails, des courriers manuscrits, passé des coups de fil, partagé cette campagne sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on encourage les gens à continuer ces actions violentes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Alors nous, on a toujours encouragé... C'est un message de 214. Oui, par rapport à la campagne justement Avril, qui s'engage à cesser l'élevage des poules en cage. Et on a effectivement appelé les gens à donner une liste de noms, à envoyer des mails. Vous-même, vous avez été menacé ou pas en tant qu'éleveur? Moi, j'ai eu de la visite, ouais. Vous avez eu de la visite. Ça s'est passé comment? J'étais pas là, donc ils ont de la chance. Mais voilà, après... Mais de la visite, c'est-à-dire des manifs, quoi? Non, des gens qui voulaient filmer. Ah, qui voulaient filmer votre élevage? Ouais. Estimant... Vous le filmez tout le temps, c'est pas très grave. Oui. Non, mais après, je vois pas trop l'intérêt non plus. Non, mais pour revenir sur, effectivement, nous, on incite les gens à prendre leurs responsabilités, à écrire aux firmes qu'ils veulent faire évoluer, aux députés également. À ne pas se tromper de cible. Et voilà, et à ne pas se tromper de cible. On dénonce un système. Nous, ce qu'on aimerait, c'est Donc ne pas s'attaquer aux boucheries dans les marchés. Non, on est sur vraiment une question non, pas s'attaquer. Donc on globale. On peut s'attaquer aux boucheries. Mais non, mais je n'ai pas dit ça. Pas s'attaquer aux boucheries, vous avez répondu non. Non, mais elle voulait dire... Bon, elle voulait dire le contraire. On ne s'attaque pas aux boucheries. Non, c'est pas ça. On peut exprimer notre opinion, et c'est ce qu'on encourage à faire. On l'encourage toujours avec bienveillance, et si vous lisez justement, quand on appelle à contacter des entreprises ou les députés ou n'importe qui qu'on appelle à contacter... Faire une sorte de harcèlement. On demande que ce soit fait dans la bienveillance et qu'on demande chacun... notre désir. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer avec un système là qui enferme des poules dans les cages, plusieurs dizaines de millions, interpeller les députés au moment des votes de lobbying, loi en fait. Mais la FNSEA, en étant représentant de la FNSEA, vous savez très bien. Et donc, alors oui ou non? Mais bien sûr, on essaye de faire, c'est un lobby citoyen qui essaye de faire entendre une voix qui représente 90%. Il y a les bons lobbies et les mauvais. Bon, il nous reste, pour l'intérêt général et ceux qui sont pour l'intérêt personnel. Et qui c'est qui est autorisé à dire ce qu'est l'intérêt général? Non, mais l'objectif, c'est quand même d'amener un dialogue dans notre société. Et donc c'est interdit ça. De façon à faire sortir notre société d'un système alimentaire et d'un système agricole qui crée du malheur, qui crée le malheur des animaux, qui crée le malheur des gens qui y travaillent, parce qu'on n'a pas parlé aussi des ouvriers d'abattoir, 4 fois plus d'accidents du travail que n'importe quel autre, 90% d'ouvriers qui ont des troubles musculo-squelettiques.
Au niveau des éleveurs, souvent, c'est des revenus qui sont très très bas par rapport avec le travail qui est pas fait. trop au nom des éleveurs, par contre, ça serait sympa. Non, mais c'est vrai, Vous, c'est ça une vous énerve, réalité. ça, quand vous entendez ça. C'est une réalité. En tant que FNSEA, vous ne représentez qui pas parle au tout. nom des éleveurs. Ouais. Non, mais qui s'inquiètent du sort. Alors, attendez, il nous reste Donc, quelques vous minutes aussi, seulement. La semaine prochaine, c'est la canicule, c'est annoncé partout. Là aussi, pour les animaux, attention danger, non? Bien sûr, bah oui, attention danger, parce que par exemple, il faut savoir que dans les élevages de cochons, si jamais la ventilation s'arrête, les cochons, je crois que c'est dans l'heure, ils meurent tous asphyxiés. Ouais. Donc voilà, il y a les transports avec la réglementation, des longs transports, c'est terrible aussi. Donc c'est vrai que la canicule, nous, c'est difficile pour tous les êtres vivants sensibles, mais il y en a qui sont plus à la merci que d'autres. Et donc oui, la canicule, c'est un moment difficile aussi pour les animaux sauvages, pour les animaux domestiques. Il y a des mesures à prendre même pour vous, là? Ouais, moi j'ai des brasseurs d'air. Voilà, j'ai des brasseurs d'air pour pouvoir faire circuler l'air dans le bâtiment, même si tout mon bâtiment est ouvert de tous les côtés pour que l'air circule. Mais on remet comme on utilise nous des ventilos. Et je voulais juste quand même bien repréciser que l'agriculture, c'est pas juste produire de la nourriture. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est l'entretien du territoire, c'est les emplois, c'est l'animation aussi beaucoup du territoire. Moi, je pense que chez moi, j'ai des comices agricoles. Si vous enlevez ça, vous enlevez beaucoup de vie des territoires. Donc, l'élevage reste évidemment indispensable aujourd'hui en France, de par tout ce qu'il produit en termes d'emploi, d'aliments et d'animation des territoires. Donc, dire que voilà, on va supprimer l'élevage, évidemment que non, ce n'est pas possible. On arrive aux vacances d'été également, souvent synonyme d'abandon d'animaux. Catherine Elayel, on en est où là-dessus? Est-ce que ça s'arrange ou pas? Alors, ça ne s'arrange pas parce que ça fait des années en fait, qu'on dénonce ces abandons, mais il n'y a pas de politique. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire aux gens de ne pas abandonner. Et la politique, il faut qu'il y ait des mesures. La politique, ça serait par exemple demander aux maires de stériliser les chats errants, imposer, arrêter les animaux, interdire la vente de chats et de chiots dans les animaleries. Prévoir, par exemple, la possibilité pour les personnes âgées d'avoir leurs animaux dans les EHPAD, parce que vous avez beaucoup de personnes âgées qui, quand elles vont dans leur maison de retraite, les enfants ne veulent pas le reprendre, il y a des abandons. Alors Obliger les bailleurs de touristiques à accepter les chats et les chiens. Ouais. Il y a plein de mesures à prendre. Et les tatouages, on retrouve les propriétaires? Oui, mais avec... alors, il faut savoir que beaucoup... Alors, pour les chiens, l'identification est obligatoire, mais pour les chats, comme on a quand même plus de 11 millions de chats errants, ça a été un rapport qui a été fait par One Voice, les chats, on ne sait jamais quand ils sont abandonnés. Et quand 30 millions d'amis donnent le chiffre de 100 000, c'est un chiffre uniquement parce que les abandons répertoriés par les SPA. Mais on est plus près de 500 000. Bon. Merci beaucoup en tout cas à vous toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Pour vous qui êtes à la